Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo qui vient fêter le dépassage des 25 000 abonnés. Et dans cette vidéo, on va répondre à vos questions. Et oui, car pour fêter les 25 000 abonnés, je vous ai offert la possibilité de me poser toutes les questions que vous vouliez, que ce soit sur le Discord, sur YouTube, même sur Facebook ou par newsletter. Et bah, vous avez été nombreux à répondre. Alors, on va commencer tout de suite. C'est parti. Vous allez voir, il y a des questions qui sont liées à la technique, des questions qui sont liées plus au hobby en général, des questions qui sont un petit peu plus personnelles, et même des questions qui sont... des questions, quoi. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la question de Morflex qui a été posée sur Discord. Avant de faire de la peinture sur figurine, que faisais-tu? Quand as-tu commencé? Et quel a été le déclic pour en faire ton métier? On va essayer de faire une version un peu courte quand même, parce que sinon ça pourrait prendre très très longtemps. Mais en gros, moi, ce que j'avais décidé de faire, ça faisait depuis que j'étais en grande section de maternelle que je voulais faire ça, je voulais être vétérinaire. Sauf que quand je suis arrivé en prépa veto, bah ça s'est pas vraiment passé comme prévu pour pas mal de raisons. Donc comme ça a pas marché pour la veto, pour la prépa veto, bah, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai continué des études d'abord scientifiques avec un BTS, puis une licence en microbiologie, génétique, biotechnologie. Dans la formation, il y avait une initiation en marketing et je me suis dit que c'était pas mal. Et donc du coup, j'ai fait un master en marketing. Ce qui fait que après ça, j'ai pratiqué pendant 8 ans le marketing, la vente en ligne, tout ce qui était d'une manière générale marketing digital et e-commerce. Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre, tout simplement parce que j'avais la sensation que je servais pas trop à grand chose d'un point de vue humain. J'avais envie de trouver un métier où il y avait un peu plus de relations humaines, où je me sentais plus utile envers les autres. Et je voulais aussi un métier passion. Je voulais un métier passion, donc bah, moi j'étais quand même pas mal à fond sur les jeux de société à l'époque. C'était une période de la vie où j'étais quand même pas trop sur la peinture, pas trop sur les figurines. Mais bah voilà, en essayant de réfléchir à ce que je pouvais faire dans le milieu, je me suis rendu compte que dans le jeu de société, c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu compliqué, un petit peu bouché. Et comme j'arrivais pas trop à changer de secteur, je me suis dit que j'allais tout simplement tenter de créer mon propre travail. Et la peinture sur figurine, c'est un moment là où j'y suis un petit peu revenu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer une chaîne, lancer un blog où j'apprends en même temps que vous. Et puis bah, finalement, il s'est avéré que ça a bien plu. Et donc je me suis dit, bah, je vais apprendre toujours plus et je vais essayer de transmettre cette passion et de transmettre ce que j'ai pu apprendre au cours de ces années. Donc là maintenant, ça fait 5 ans que, un peu plus de 5 ans, que j'ai le blog, que j'ai la chaîne YouTube et que je prends des commissions de peinture, mais surtout que je fais des formations de peinture en ligne et que je donne des cours de peinture. J'interromps un petit peu cette vidéo pour une annonce tout à fait particulière. Puisqu'on a dépassé les 25 000 abonnés sur la chaîne, eh bien j'ai décidé de rouvrir les inscriptions pour mes formations avec un bon gros moins 25%. Alors là, ça va être ouvert seulement pendant quelques jours à partir de la publication de cette vidéo. Je vous laisse un lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que bah, après, tout simplement, il sera trop tard. Voilà, après, bah, il sera juste trop tard, comme je viens de le dire. Donc encore une fois, 25%, c'est à partir de là, maintenant, tout de suite. Hop, rendez-vous dans la description si ça vous intéresse. Mais vous avez quand même le droit de regarder la fin de la vidéo. Bah oui. Alors comme je l'ai dit, je réponds vraiment à vos questions. Donc il y a des questions qui sont un petit peu plus en décalage, on va dire. Et là, on a Cypher qui me demande: aimes-tu les films de gladiateurs? Eh ben on va répondre à cette question du coup. Oui, les films de gladiateurs, ça dépend lesquels bien sûr. Je regarde pas beaucoup de films en vrai. Je m'accorde pas trop ce temps-là. La plupart du temps, quand je regarde des films, ça va être avec ma femme. Ouais, en fait, je dis la plupart du temps, mais c'est quasiment tout le temps, quoi, globalement. Je regarde pas de films tout seul. Et les films de gladiateurs, bah, je sais pas, pour moi, il n'y a pas un style de film de gladiateurs. Par contre, c'est vrai que parmi mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, c'est quand même Gladiateur. Donc, bah oui, forcément, on peut pas dire que j'aime pas. On est carrément allé le voir en ciné-concert, c'était incroyable. Donc, oui, en effet, j'aime bien ce style de film. D'une manière générale, j'aime bien tout ce qui est dans cette époque-là, tu vois, Empire romain, tout ça. Je trouve ça assez cool. Alors, pour la question suivante, on a Bourrin qui me demande: quelle est ta marque de pinceau préférée? C'est une très bonne question. Je bois. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, pour pouvoir dire quelle est ma marque de pinceau préférée, il faudrait que j'ai consciencieusement testé toutes les marques, pesé le pour, le contre, et très honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Il s'est avéré qu'il y a déjà maintenant plusieurs années, il y a bien 3 ans je dirais, il y a Da Vinci qui m'a proposé
d'être le partenaire de la chaîne et donc de me fournir gratuitement tous les pinceaux dont j'aurais besoin. Ce qui, on va pas se mentir, est quand même un vrai plus quand on fait ce métier-là. Des pinceaux, on en utilise pas mal et donc le fait de pouvoir avoir des pinceaux gratuitement, bah, c'est vrai que c'est un plus non négligeable. Par contre, bien évidemment, je n'aurais pas accepté si je n'avais pas apprécié leurs pinceaux. Je sais qu'il y a des marques de pinceaux que j'aime moins, il y a des marques de pinceaux que j'aime plus, mais je dirais surtout qu'en fait, il y a des styles, des types de pinceaux et ça, je pense que c'est très propre à chacun. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand les poils sont assez longs. Les poils courts, je les garde vraiment, vraiment pour les détails. Et j'aime bien quand le poil n'est pas trop souple. Je sais qu'il y a des marques de peinture pour lesquelles j'ai pas accroché parce que justement, le poil était un petit peu trop souple et je trouvais que je perdais en contrôle. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que ça fait plus de 3 ans maintenant que je peins quasi exclusivement avec des pinceaux Da Vinci. J'aime beaucoup cette gamme-là. C'est pas la seule. Il y a d'autres gammes qui sont très bien. Mais moi, c'est vrai que j'ai ma préférence pour ça aussi parce que c'est mes habitudes. Et puis, bah, forcément, quand c'est gratuit, c'est un peu meilleur. Alors ensuite, on a Astria qui me demande pourquoi, semblerait-il, il n'y a aucune marque de peinture qui approche les peintres français pour du sponsor ou autre. Eh ben écoute, c'est une question, je pense qu'il faut carrément poser aux marques de peinture, en fait, tout simplement. Alors après, j'ai ma petite idée sur le sujet, mais c'est vrai que là, c'est une hypothèse, on va dire, c'est ma réflexion par rapport à ça. C'est pas du tout la raison officielle que je ne connais absolument pas, puisque je ne travaille pas chez eux. Mais je dirais que, à mon sens, les marques de peinture vont privilégier les chaînes qui sont francophones, non, pas francophones, les chaînes qui sont plutôt anglophones, parce que, bah, tout simplement, ça touche beaucoup plus de monde. Il suffit de voir les stats en termes de nombre de vues, tout ça, la différence est folle. En tout cas, sur le contenu peinture à proprement parler. C'est vrai que dès lors que c'est de l'anglophone, ça match beaucoup plus. En francophonie, on va avoir des résultats, des portées qui sont moins importantes. Et je dis pas que c'est le seul indicateur qui devrait être regardé hein, pour ces marques-là, parce que l'efficacité d'un sponsoring, puisque là on parle vraiment d'une démarche commerciale, n'est pas, à mon avis, calculable uniquement par le nombre de vues, mais probablement plus par la qualité des vues, par la qualité de la communauté. Est-ce que le créateur de contenu va avoir une communauté forte, comme c'est le cas, et comme j'ai la chance d'avoir moi, une communauté forte qui le suit beaucoup, qui va beaucoup s'engager avec ou autre. Ça, oui, ça, ce sont des éléments qui, pour moi, sont des indicateurs qui sont très très forts. Mais ça, c'est très difficile à jauger, c'est très difficile de toucher ça du doigt. Et aujourd'hui, les seuls indicateurs que les marques vont avoir, je pense, ça va être principalement le nombre d'abonnés sur une chaîne, mais aussi, et même probablement surtout, le nombre de vues que génère en moyenne chaque vidéo. Alors probablement qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu qui sont en francophonie ne génèrent pas suffisamment de vues pour que ça intéresse ces marques-là. C'est probable. En tout cas, c'est un peu la seule explication qui me vient là naturellement. Maintenant, encore une fois, si, bah justement, s'il y a une marque de peinture qui passe par là et qui entend ça, bah peut-être qu'en commentaire, ils peuvent donner leur réponse. Ça serait super intéressant. Alors ensuite, on a Marco qui nous pose la question. Marco de Marco et ses potes TV. Si vous voulez aller voir, c'est une chaîne YouTube qui fait des petits rapports de bataille sur Shatterpoint, qui fait aussi de l'analyse d'unités, tout ça sur Shatterpoint, MCP. N'hésitez pas à aller voir, c'est une chaîne super sympa. Et Marco, en plus, est un copain, donc évidemment, je vous recommande d'y aller. Quoi qu'il en soit, il pose sa question, enfin ses questions. Quelle est ta partie préférée? Quelle est la partie préférée de ton job? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ce que tu fais et pourquoi? As-tu des nouvelles idées, projets que tu souhaites faire et nous les teaser? Ça fait beaucoup de questions d'un coup et c'est pas des petites questions. Quelle est la partie préférée de ton job? Ça déjà, c'est en fait, je pense que c'est plus facile de dire ce que j'aime pas. Par exemple, le montage, les trucs comme ça, c'est pas que j'aime pas, mais disons que c'est probablement pas ce sur quoi je m'épanouis le plus. Je préférerais peindre, et filmer les idées. Toute la partie technique, en fait, c'est quelque chose voilà, qui me plaît moins. Mais je dirais que, ouais, en fait, la partie que j'aime le moins, ça va être aussi la partie administrative. Ouais, ça fait quand même plusieurs choses. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de choses que j'aime bien, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes. Par exemple, le fait de travailler de chez soi, c'est un vrai avantage. Le fait d'avoir du temps, du coup, le fait, par exemple, bah, voilà, d'être chez soi, ça me permet aussi de voir ma fille, plus que si je travaillais à 1 heure, que je finissais le taf à 19 h, le temps de rentrer les 20 h, elle est déjà couchée, tu vois, ça, c'est des éléments qui sont super importants pour moi. Mais vraiment, dans le taf à proprement parler, bah, c'est peut-être un peu bateau de dire ça,
Mais bah, peindre quoi, c'est enfin juste peindre, je kiffe peindre et peindre, pour voilà, pour des jolies pièces. La peinture d'armée, c'est quelque chose, qui est peut-être moins intéressante, sauf quand c'est un défi, sauf quand c'est un challenge pour une vidéo ou un truc comme ça, où là, c'est assez rigolo. On essaie de vraiment, voilà, de sortir les doigts du bref. Mais si je devais dire 2 choses, ce serait la peinture, pour le coup, parce que vraiment, je continue à kiffer la peinture. C'est quelque chose que j'apprécie faire, j'apprécie apprendre, j'apprécie, aller, voilà, plus loin, essayer de faire des choses que je n'arrivais pas à faire, tout ça, c'est vraiment cool. Et la deuxième chose, c'est, l'humain d'une manière générale, en fait. C'est-à-dire que ça va être les moments que je peux passer, à rencontrer la communauté, mais aussi les autres créateurs de contenu, les professionnels du monde de la figurine. Tout ça, notamment, par exemple, dans les événements, dans les salons, les concours de peinture, les trucs comme ça. Moi, c'est la partie que j'aime beaucoup. Et puis, bah, quand j'ai aussi, les échanges, hein, même si c'est par écran interposé, les échanges avec la communauté, même si, bah, j'arrive à un stade où c'est pas forcément facile de répondre à tout le monde, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et pourquoi j'aime ça? C'est, encore une fois, parce que j'ai cette sensation d'être, d'avoir un métier qui est utile, d'avoir un métier qui permet aux autres aussi de s'épanouir un peu plus, de comprendre un peu plus de choses, de pouvoir être un peu plus fier d'eux et avoir cette action, avoir cet effet, avoir cette orientation dans mon travail. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, je me sens utile, là où avant c'était pas le cas. Donc voilà, si je devais résumer, ce serait la peinture et l'humain. Et ensuite, pour les nouvelles idées, les nouveaux projets que j'aimerais faire, partager, tout ça, je suis assez mauvais sur le fait de retenir une idée. C'est-à-dire que soit je la balance tout de suite parce qu'elle me plaît et que j'arrive pas à la retenir, soit si je le dis pas, c'est parce que vraiment elle est pas encore très mûre. Donc là, en l'occurrence, il y a pas grand-chose que je peux partager tout de suite. La seule chose que j'ai déjà partagée, c'est le fait que, notamment sur le Discord et du coup en live sur Twitch aussi, mais ça arrivera aussi sur YouTube, j'aimerais faire un format l'histoire dont vous êtes le peintre, donc c'est reprendre un peu un système des livres dont vous êtes le héros pour remettre un peu à ma sauce le modèle du choix des armes pour voilà, mener les gens à peindre leurs projets, plutôt des projets de jeu, mais potentiellement pas que. Là, ce sera quand même plutôt des projets de jeu, et le faire autour d'une histoire pour qu'on construise ensemble une histoire, quelque chose de beaucoup plus narratif donc, mais vraiment, à la fin, l'idée, ce serait qu'on puisse résumer tout ça sous la forme d'une nouvelle, pour expliquer quelle histoire on s'est créé tous ensemble. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais mettre en place, mais c'est vrai que là, il a pris du retard parce que j'ai pas trouvé le temps dernièrement de peaufiner les derniers détails avant de le lancer. Ça va arriver. Pour le reste, je n'en dis pas plus. Alors ensuite, on a Ravir qui nous dit: comment vois-tu la concurrence avec les autres peintres professionnels, les autres créateurs de contenu d'une part, et d'autre part, les prestations de peinture qui fleurissent quand on voit le nombre de publications sur Facebook. Je vais d'abord répondre au dernier point, les prestations de peinture qui fleurissent quand on voit le nombre de publications sur Facebook. Je pense pas forcément que ça soit, qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Je sais pas, en fait, je suis pas sûr du truc. Je me méfie toujours parce que sur les réseaux sociaux, on a tendance à avoir un effet bulle et en gros, cet effet bulle, c'est parce que vu qu'on s'intéresse à un milieu, vu qu'on s'intéresse à un sujet, à un secteur, on va voir de plus en plus de posts qui sont liés à ce sujet, à ce secteur. Donc forcément, en plus, on va s'intéresser à la peinture sur figurine et aux figurines d'une manière générale, au plus on va avoir les posts des gens qui proposent des services de peinture. Donc est-ce que finalement c'est parce qu'on en voit plus, ou est-ce que c'est réellement parce qu'il y en a plus? Ça je sais pas, j'ai pas la réponse. La seule chose que je sais, c'est que est-ce que c'est une chance pour moi? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? Je n'en sais absolument rien, mais moi j'ai la chance de ne jamais vraiment avoir couru après le travail, en fait, dans ce milieu-là. Là, en ce moment, par exemple, je suis plutôt à refuser les commandes de peinture parce que j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de place pour en prendre davantage. Donc, bah, forcément, moi, je peux avoir qu'une vue assez satisfaisante, en fait, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que bah, la concurrence, si elle est de plus en plus importante, ne semble pas m'affecter directement. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. À mon sens, ça se passe bien. Je pense aussi peut-être que s'il y a de plus en plus, si dans les faits, il y a de plus en plus de propositions et de personnes qui se lancent, c'est probablement aussi une différence d'approche de la part de nos générations sur le travail, sur ce qu'on recherche dans le travail, mais aussi peut-être tout simplement parce qu'il y a plus de demandes. Et si c'est simplement parce qu'il y a plus de demandes, je me dis que c'est OK. Ça veut dire que bah, tant mieux, il y a plus de gens qui vont arriver à trouver. Parce que finalement, c'est pas rare que les gens me contactent en me disant bah, je te contacte et j'espère que tu vas me dire oui parce que bah, en fait, j'arrive pas à trouver. Donc, finalement,
est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de personnes qui proposent ce genre de service? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je suis même pas sûr qu'il y ait plus de monde qu'avant et s'il y a plus de monde, moi personnellement, ça ne m'impacte pas négativement en tout cas, donc bah, jusqu'à là, pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Et alors pour en revenir au sujet de la concurrence, un peu plus par rapport aux autres créateurs de contenu, bah, là-dessus en fait, ça fait peut-être un peu bisounours, mais moi je vois pas nécessairement la concurrence à proprement parler. On a tous des choses différentes à offrir, que ce soit une pédagogie, une approche différente, que ce soit un état d'esprit différent, une manière de faire qui est différente. On a plein de choses en fait, tous ceux qui créent du contenu font des choses qui sont de toute façon différentes. Il y en a, ils vont plus être sur 40 000, il y en a, ils vont plus être sur d'autres jeux, il y en a, ils vont être sur des petits jeux, sur des gros jeux, il y en a, ça va être plus être le jeu, plus la peinture, il y en a, ils vont plus être sur la peinture efficace, d'autres qui vont être plus sur la peinture de concours. Bref, en fait, je pense que chacun a son univers et ça permet tout simplement à tout le monde de s'y retrouver. Et je pense en fait que de toute façon, dès lors qu'il va y avoir davantage de contenu, ça va permettre non seulement aux gens qui sont sur les plateformes en question de plus facilement trouver une vidéo, un contenu quel qu'il soit qui va leur correspondre, et étant donné que ça va leur permettre, que ça va leur plaire tout simplement, ils vont plus rester sur la plateforme. Et aujourd'hui, les plateformes fonctionnent de telle manière que quand on reste sur un contenu, on nous en propose des similaires, parce que la plateforme comprend que ça, on aime bien. Donc, d'une certaine manière, je dirais même que c'est positif, parce que au plus il va y avoir de contenu sur notre hobby, au plus les gens vont le découvrir, vont probablement l'apprécier, et ceux qui l'apprécient déjà vont même trouver plus de contenu qui leur correspond sur la plateforme en question, et derrière, on va tous finalement en bénéficier, puisque que ce soit n'importe quel acteur du hobby, il va créer un contenu, son contenu va être proposé via les contenus des autres, et les autres, leur contenu va être proposé via son contenu, donc au final, je pense que c'est plutôt un cercle vertueux là-dessus. En plus de ça, j'ai des bonnes relations avec tout le monde, donc j'ai pas de problématique de concurrence et voilà. Moi, ça, en tout cas, pour l'instant, je suis content de comment ça se passe. Peut-être que ça évoluera, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Alors maintenant, on a aussi Otatsu qui nous dit: si tu ne devais peindre plus qu'une seule figurine pour le reste de ta vie, quel serait ton choix? Eh ben déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas très très gentil ce que tu dis là, Otatsu. Moi aussi, j'ai pas trop envie de ça là. J'aimerais bien avoir quand même plus qu'une seule figurine. Alors je sais pas si ton sujet c'est est-ce que tu n'en peins qu'une seule, c'est-à-dire un seul modèle et tu peux rester toute ta vie dessus si tu veux, mais tu peux peindre que celui-là, ou la question c'est est-ce que tu peux peindre plus qu'un seul type de figurine? Et dans ce cas-là, c'est quoi le type? Tu vois, par exemple, est-ce que c'est plus que du Space Marine ou est-ce que c'est plus que vraiment une référence très particulière du genre, j'en sais rien, moi, est-ce que c'est tu ne peux plus peindre qu'un paysan de la fraternité sans bannière sur le jeu Trône de Fer? Bon, déjà, en fonction de tout ça, c'est vrai que c'est pas évident de répondre à la question de base. Mais en plus, je sais pas trop vers quoi taper. Alors si une seule figurine, finalement, c'est un modèle de figurine, c'est pas forcément ce que je peins le plus, mais j'imagine que j'irai probablement vers du Space Marine, tout simplement parce que des Space Marine, il y en a plein des différents, et donc ça permet de conserver une sorte de variété. Mais connaissant le loustic, ça doit pas être ça, ça doit être un petit peu plus vil que ça doit vraiment être plus qu'une seule figurine tout court. Et dans ce cas-là, alors je vais inclure quand même les bustes, tout ça, je dirais que j'irai choisir une figurine de concours, un buste de concours, enfin en tout cas un modèle d'exposition plutôt que de concours, parce que tout simplement, ça permet d'y accorder beaucoup plus de temps. J'imagine que je choisirais une très grosse figurine, histoire d'avoir du temps pour faire plein de choses différentes. Et une figurine sur laquelle il y a un petit peu de tout, quoi. Il y aurait peut-être de l'organique, du mécanique, j'en sais rien moi, de la peau, du cuir, du tissu, du métal, du bois, enfin un truc où il y aurait un petit peu de tout. Alors ça, là je sais pas, j'ai pas quelque chose de particulier en tête. Je me dirigerais assez facilement vers, j'en sais rien moi, un chevalier qui chevauche enfin un chevalier, un guerrier quoi, un cavalier qui chevauche un énorme dragon par exemple, parce que du coup avec le dragon tu pourrais te faire plaisir à faire, j'en sais rien moi, une gerbe de flamme ou un truc comme ça. Donc en fait il y aurait plein d'éléments, et si de toute façon tu peux en peindre plus qu'une seule, tu peux passer tout ton temps de peinture sur une seule figurine, nécessairement il faut qu'elle soit grosse quoi, tu vois. Je me dis au moins comme ça
tu vois, tu rentabilises ton temps, tu peins pas 56 fois la même chose. Donc là, comme ça, je dirais, alors je sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête de référence, mais un cavalier sur dragon. Le dragon, tu vois, il est en plein vol. Le cavalier, il a une épée ou une grosse lance. Il y a du métal, il y a du cuir, il y a du tissu, il y a les écailles du dragon. Il y a un truc de fumée, de feu là qui sort de la gueule du dragon. Il est en vol, il y a les ailes. Comme ça, tu peux faire un peu de tout, tu vois. Tu peux te faire un gros kiff sur plein de choses différentes. Mais j'ai pas de rêve précis. Alors ensuite, on a Ellie Painty qui me demande: est-ce que tu manges vraiment du pâté avec ma raclette? Déjà, sache, Ellie Painty, que je ne suis pas comme ça. Je ne vole pas la raclette des gens, moi. Je te la laisse, ta raclette, avec grand plaisir. On peut la partager si tu le souhaites, mais je ne te piquerai jamais ta raclette. Chacun sa raclette. Partager, oui. Voler, non, 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 non. Mais oui, bien sûr que la réponse est oui. En fait, je réexplique les choses parce que certains êtres machiavéliques ont voulu déformer et changer la réalité de ce qui a été dit, mais rétablissons la vérité ici. Oui, alors ça m'arrive moins maintenant, mais ça m'arrive et j'aime bien manger du pâté avec la raclette. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, si tu prends tes grosses pommes de terre, là, tu sais, celles qui ont une peau un peu épaisse, et que tu les fais vraiment cuire au four, et c'est ça qui manque. En ce moment, on va plutôt les faire vapeur, ça va plus vite. Mais quand tu les fais bien au four, tu vois, la patate, là, la peau, elle a bien grillé, tu vois, elle est bien croustillante. Elle est un petit peu épaisse, tu vois, donc elle fait une espèce de... La croûte, là, ça te fait un peu comme un petit peu du pain, tu vois. Et ben, tu prends ton pâté, tu le mets dans cette peau de patate grillée, et tu le manges avec cette peau de patate qui te sert de pain. Bien sûr que tu ne mets pas le fromage à raclette dessus. Le pâté, il y a plein de morceaux de gras, ça va te faire fondre tout ça. Et on n'aime pas le pâté fondu, évidemment. Donc on garde la raclette, le fromage fondu pour le reste. Et puis pour manger, ne pas jeter finalement, c'est une démarche écologique, messieurs, dames. Pour manger la croûte, la peau croûtée de la pomme de terre, on met un petit peu de pâté dedans. Et là, c'est une pépite. Tu devrais essayer. Alors, on a Jaune à lire aussi qui demande: bonjour Guillaume, tu peins beaucoup au point d'en faire ton métier, mais à quelle fréquence tu joues et surtout à quel jeu? Alors, à quelle fréquence je joue? À la fréquence pas assez. On va pas se mentir, c'est vrai que j'ai pas tant de temps que ça, et le fait est que c'est pas nécessairement enfin, c'est pas nécessairement à cause du métier de peintre, en fait. C'est à cause de ce qui l'entoure, on va dire. J'ai fait le choix d'avoir, de faire de mon métier la peinture, bien sûr, mais aussi la création de contenu. Je suis pas obligé. On n'est pas obligé d'être un peintre qui crée du contenu. Maintenant, c'est quand même, voilà, quelque chose qui a été un peu démocratisé. On est plusieurs à faire ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Il faut pas l'oublier. Un peintre sur figurine peut juste faire de la peinture sur figurine, publier sur quelques réseaux sociaux, parce que ça, c'est quand même indispensable pour faire sa pub. Mais pas obligé d'avoir une chaîne YouTube, pas obligé d'avoir une chaîne Twitch, pas obligé d'avoir un blog, pas obligé d'avoir tout ça, en fait. Donc c'est un peu ça, en fait, moi, qui va me prendre beaucoup de temps et qui fait que bah, j'ai pas assez de temps à mon goût pour peindre. Pour peindre, pas du tout, pour jouer. Et donc, puisque j'ai pas assez de temps pour jouer, bah, c'est vrai que voilà, je peux pas répondre genre je joue beaucoup. C'est pas vrai. Là, par exemple, moi, mon jeu de cœur en ce moment, alors il est pas dans sa meilleure version, mais celui que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, c'est le Trône de Fer, Song of Ice and Fire. Et bah, malheureusement, là, tu vois, il y a le championnat de France qui arrive très bientôt. Si je publie au bon moment, quand je le souhaite, cette vidéo, le championnat de France, c'est le week-end prochain. Et ça fait peut-être un mois que j'ai pas joué au jeu, tu vois. Donc je suis complètement hors circuit. Je vais y aller les mains dans les poches, et puis on va y aller pour se marrer sans envie, sans ambition quelconque, quoi. Mais c'est vrai que je joue pas assez à mon goût. Vraiment, dans l'idéal, j'aimerais faire une partie par semaine, mais c'est loin d'être le cas. Et finalement, bah, les moments où je joue plus, ça va être justement quand on fait des tournois, quand on fait des rencontres. La dernière fois, on a organisé à Maxi Rêve le Maxi Ordre 66 sur Shatterpoint, sur Star Wars Shatterpoint, qui est un jeu que j'affectionne aussi. Et ben, j'ai fait plus de parties en 2 jours que j'en avais fait en 2 mois, tu vois. Donc c'est vrai que bah, c'est quand même aussi ce genre d'événement qui permet de jouer. Malheureusement, je joue pas assez. Je dirais que, allez, en moyenne, si j'arrive à faire 2 parties dans le mois, c'est déjà pas mal, tu vois? Donc c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Je pense même que maintenant, on doit plutôt être à 1 partie par mois parce que, bah, voilà, j'ai une fille de 2 ans et enfin 2 ans et demi, et donc du coup, bah, ça prend du temps ces petites choses-là, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc on joue pas assez. Et donc pour répondre aussi à ton «à quel jeu?», j'ai eu une grosse époque où je jouais beaucoup aux jeux de société. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, j'accorde beaucoup plus de temps à la figurine d'une manière générale. Quand je joue, c'est principalement au Trône de Fer, aussi à Shatterpoint, et sinon j'aime bien
bien, moi, papillonner. J'aime bien tester plein de petits jeux. Là, par exemple, justement, quand je suis allé à l'Octo, j'ai testé plein de jeux, et des jeux qui sont trop cool. Donc, bah, je m'interdis pas un jour de me mettre à un autre jeu. J'ai du AOS, j'ai de la donc AOS plus général, et donc aussi de la Spearhead. J'ai du Warhammer 40 000, j'ai même un tout petit peu de MCP. Bref, il y a tous ces jeux-là, en fait, qui sont des jeux qui sont probablement très intéressants. C'est simplement que j'ai pas le temps de jouer déjà à mes 2 jeux fétiches. Bah donc on va se concentrer sur ces 2-là, quoi. Alors on a aussi Elion qui nous dit: «Où en es-tu de l'envie, la volonté de gravir les marches des récompenses dans les concours de peinture en catégorie master? Est-ce qu'on se mettrait pas sur pied un week-end jeu barbecue bière qui deviendrait une tradition avec tous ceux de la commune et celle de Girio, slip ou caleçon, cuir ou latex, raclette ou bouillabaisse?» Prenons les choses dans l'ordre. Raclette ou bouillabaisse? Raclette, ça me semble être une évidence. Cuir ou latex? Ni l'un ni l'autre. Coton? C'est bien, coton. Slip ou caleçon? Caleçon, boxeur, définitivement boxeur. Est-ce qu'on se mettrait pas sur pied un week-end qui deviendrait une tradition avec tous ceux de ta commu, celle de Girio? C'est pas que je veux pas, c'est quelque chose qui est très lourd à organiser, tout simplement. Et donc ça, pour le coup, ça pourrait être incroyable. Mais en ce moment, j'ai pas le temps et peut-être pas aussi l'énergie de faire ça, en tout cas, pas de faire ça tout seul. À plus forte raison, si en plus, là, tu parles de la communauté de Girio, déjà, le fait de faire avec ma communauté à moi, c'est déjà beaucoup. Si en plus, il faut impliquer quelqu'un d'autre avec une communauté, et puis qu'ensuite, il y en a d'autres qui se greffent, tout ça, en fait, chaque petit greffon va devenir un élément additionnel de complexité, tout simplement. Donc, moi, toujours partant pour faire ce genre de choses, mais bon, les week-ends, c'est aussi un petit peu les moments qui sont bah, rares, tu vois, parce que ça arrive assez souvent que je me déplace sur des salons, par exemple, là, sur octobre, c'est pas compliqué, je suis pas chez moi, sur aucun week-end, voilà, il y a eu le premier week-end d'octobre, j'étais chez moi, sinon j'ai un événement, les 4 autres week-ends qui sont sur octobre, donc c'est vrai que bah, derrière ça, il faut quand même aussi garder du temps, non seulement parce que c'est nécessaire, mais aussi et surtout parce que j'en ai envie, pour ma famille, pour ma femme, pour ma fille, pour les amis aussi. Bref, si je fais de mon métier une extrême priorité tout le temps, ça va pas le faire. Et donc, bah, rajouter encore des week-ends comme ça, c'est compliqué. Je passe déjà beaucoup de temps sur les événements que je n'organise pas moi-même. J'organise déjà aussi quelques événements, par exemple le Maxi Throne ou le Maxi Ordre 66. On organise aussi un tournoi de Warhammer. Mais n'importe quoi, monsieur! On organise aussi un tournoi de Trône de Fer au French Wargame Café fin novembre. Donc ça fait déjà beaucoup d'éléments. Si on commence à se rajouter des week-ends en plus, ça va faire beaucoup. Et enfin, pour te répondre sur ta question principale finalement, qui était de où en es-tu dans l'envie et la volonté de gravir les marches des récompenses dans les concours de peinture en catégorie master, eh ben en fait, je suis en train de, je pense, me détacher un petit peu. Il y a eu un moment où je cherchais quand même beaucoup, je pense que c'est de la reconnaissance hein, par nos pairs, par ceux qui... Alors quand je dis pairs, là en l'occurrence c'est les gens du métier, pas les papas, même si certains peuvent être considérés un petit peu comme des mentors, donc presque des papas. Mais en tout cas ici, on est quand même sur un détachement un petit peu. Là par exemple, tu vois, sur le dernier concours de l'Octo qui a eu lieu la semaine dernière, bah, en fait j'y suis allé avec une figurine de travail. J'y suis pas allé avec une figurine de concours à proprement parler. Et quand j'y suis allé, je me suis dit... j'ai travaillé ça, si on me fait des retours positifs là-dessus, bah, ce sera très bien et ce sera suffisant, parce que c'est ce que je cherchais. Après, gravir les échelons, gravir les marches, c'est toujours plaisant, on va pas se mentir. Faut pas non plus, je pense, dénigrer ça, ça fait plaisir. Quand on te dit que tu as eu une jolie médaille parce que ton travail a plu, et ben ça fait plaisir à l'ego, voilà, ça fait du bien. Mais j'en ai probablement un peu moins besoin qu'avant. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai eu des discussions par rapport à ça avec des gens de la commu. Et d'ailleurs, ils se reconnaîtront, je leur fais un bisou. C'est plus un besoin comme ça a pu être avant, et je pense que c'est très bien parce que ça témoigne aussi de quelque chose d'un petit peu plus sain. Maintenant, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Si on n'a pas envie de se challenger un peu, bah finalement, on fait pas de concours. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus du tout ma priorité. J'oscille entre de la peinture de jeu, de la peinture où je vais apprendre des choses, donc je vais cibler des exercices, et ça veut pas dire que je le fais pas, que j'essaye pas en tout cas de le faire bien sérieusement, mais simplement, j'ai plus ce besoin de me dire, ah, chaque année, il faut que je monte d'un cran.
Sinon, ça veut dire que je fais pas bien. Ça veut juste dire que j'ai fait différent, ça veut juste dire que je suis allé chercher autre chose, et ça me va très bien. Ça me met beaucoup moins de pression d'ailleurs. Là vraiment, le dernier octo, j'y suis allé les mains dans les poches, j'ai kiffé de ouf. J'ai discuté avec plein de monde, c'était trop bien, sans aucune pression du concours, quelle qu'elle soit. Et donc franchement, c'était que du kiff. Donc voilà, plus trop ce besoin-là. Et je m'en porte pas plus mal. Alors ensuite, on a Paltars, mon très cher Paltars, qui nous demande est-ce qu'on peut avoir la fameuse recette, que dis-je, la légendaire recette du pâté raclette? Là, mon cher Paltars, la réponse, elle a déjà été donnée. Ensuite, tu me dis plus sérieusement, as-tu utilisé déjà l'IA pour analyser une image de référence et en extraire les teintes à utiliser? Eh bien, figure-toi que non, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Alors, je suis pas sûr du niveau de précision sur l'analyse des images aujourd'hui par les IA, mais au-delà de ça, en fait, autant moi, je suis pas du tout contre les IA. Je suis plutôt dans, après vous commencez à me connaître, dans un avis un peu modéré, où je me dis que les IA, faut pas les utiliser pour tout et n'importe quoi, parce qu'évidemment que derrière, il y a des conséquences à ça, notamment écologiques, mais pas que. Mais aussi, eh bien, c'est que j'aime bien me dire que l'IA, je l'utilise à des moments où je vais considérer que ça va vraiment m'apporter quelque chose que je pourrais pas nécessairement faire tout seul, que ça soit vraiment utilisé comme un outil et pas comme une solution de facilité. Donc, par exemple, je vais pouvoir utiliser l'IA pour analyser certaines choses, par exemple des statistiques sur YouTube ou des trucs comme ça, parce que en fait, à un moment donné, je suis pas une machine et je ne peux pas absorber une certaine quantité de travail qui pourrait être fait par une calculette, en l'occurrence une calculette de haut niveau qui sont les IA sur certains sujets. Mais par contre, c'est vrai que pour analyser une image de référence, en extraire les teintes, bah, je reste sur mon petit logiciel, là, sur Pixlr, et j'ai tendance à continuer à vouloir le faire aussi parce que tout simplement, c'est un moyen, selon moi, d'exercer son œil. Et c'est important, en fait. Je pense que j'ai pas un bon œil. Je pense que je ne reconnais pas bien les couleurs, les trucs comme ça. J'arrive pas forcément bien à les percevoir. Je parle, bien sûr, de par mon statut de peintre professionnel et donc que c'est mon métier. C'est une qualité, c'est une compétence même qui est quand même assez importante. Et je pense que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai une facilité. Donc je préfère continuer à le faire moi-même. Comme ça m'entraîne, ça exerce mon œil. Déjà que je prends pas tant de temps que ça pour le faire régulièrement. Donc si en plus je le délègue à un outil externe, je pense que ça serait pas si intéressant que ça pour moi. Ça pourrait faire gagner du temps peut-être ponctuellement, mais je pense que je peux continuer à le faire moi-même et au final, sur le long terme, ça me sera plus bénéfique, je dirais. Alors on a Lonat971, toujours sur Discord, qui me dit « Salut Guillaume, première question, quand est-ce qu'on commence le projet narratif ?» Donc là, tu l'as entendu, c'est dès que possible, hein, c'est pas quelque chose que j'ai mis sous le tapis, c'est juste que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le lancer. Et ensuite, et plus sérieusement, que penses-tu de l'évolution du hobby et de la peinture de figurines plus précisément? Jeux, figurines, peinture, matériel, etc. Alors c'est un sujet qui est très très large, qui est très vaste. Là, je vais juste donner une opinion, on va dire, qui en plus vaut, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, parce que finalement, moi, je suis pas là depuis très très longtemps, hein. Je suis revenu, bah, il y a un peu plus de 5 ans dans ce milieu-là. Donc, j'ai pas non plus cette vision que peuvent avoir les anciens, les vieux de la vieille, qui savent, voilà, tu sais, qui ont connu les débuts de Games Workshop, qui ont connu Confrontation, qui ont connu la peinture à l'énamel, ce genre de choses. Moi, tout ça, en fait, j'ai pas trop connu. Et donc, j'ai pas cette vision long terme. Ma vision, elle est quand même très moyen, voire même court terme. Mais je trouve qu'on est dans une époque assez incroyable parce que les figurines sont toujours de plus en plus belles. Elles ont une qualité croissante qui est constante. Donc ça, c'est vraiment fou. On a plein d'univers maintenant. Aujourd'hui, on peut trouver tout. On peut trouver vraiment tout ce qu'on aime. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Le développement de l'impression 3D, il est pour beaucoup parce que à l'époque, quand on avait pas la possibilité de créer soi-même ses figurines, bah forcément, on avait le choix que dans ce qui existait. Alors, on pouvait sculpter soi-même, hein, bien sûr, mais c'était quand même pas, voilà, c'est pas aussi facile. Là, maintenant, on peut trouver un peu tout. Je sais pas, moi, t'as kiffé Arcane, tu peux trouver des STL de Jinx ou de Vi ou de... enfin, tous les personnages, quoi, en fait, tu vois. Donc ça, c'est trop bien. Si t'as envie de peindre un Pokémon, je suis sûr que tu peux trouver des STL gratos avec des Pokémon. Enfin, je dis gratos parce qu'en l'occurrence, c'est une licence et je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait la licence pour faire du Pokémon. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, en fait, je trouve que c'est assez incroyable parce qu'on a une qualité qui est croissante. Et quand je parle de croissante, je ne parle pas de viennoiserie, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un moment où on a
une offre incroyable, peut-être même trop, c'est peut-être enfin c'est même, je dirais probablement pour ça que certains se cassent la figure. Récemment, il y a quand même eu pas mal d'acteurs du monde du jeu qui ont fait face à des difficultés. Je pense par exemple à Mythic Games ou là en ce moment à Cool Mini or Not. Donc oui, il y a des difficultés d'un point de vue entreprise. Est-ce que là, c'est parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas su bah voilà, se mettre à la page, prendre un virage, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, aujourd'hui, on a du matos de dingue. Étant donné qu'il y a de la concurrence dans le matos en plus, bon bah voilà, ça permet de faire en sorte que les prix, ils explosent pas littéralement non plus, même si bien évidemment, on a quand même un hobby qui, voilà, qui coûte un certain prix. On pourrait beaucoup discuter de ça aussi, mais c'est vrai que quand on voit que sur une figurine qu'on a acheté 30 €, on va y passer des dizaines d'heures probablement, bon, bah, finalement, c'est pas si cher que ça non plus. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que aujourd'hui, il y a un vrai développement de notre passion. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, et je trouve ça très très cool. Alors, on a aussi Calabold qui me demande un challenge, faire un buste en historique ou une scénette te dirait un jour. Alors moi, c'est vrai que l'historique, ça m'attire pas trop. Ça m'attire pas trop, mais pas parce que je m'en fous de l'histoire ou quoi. C'est simplement qu'en fait, dans les codes de l'historique, il y a cette recherche de la teinte précise, que ça corresponde vraiment à ce qu'étaient les uniformes, les coutumes de l'époque, tout ça. Et bah, ça, pour le coup, ça m'intéresse moins. J'aime pas ce côté, il faut retrouver pile la bonne teinte. Si tu tapes un peu à côté, bah, tu vas te faire taper sur les doigts. Il y a des règles à respecter. Moi, en fait, si j'aime le fantastique, c'est aussi justement pour me sortir de ces règles-là. Si je suis parti des entreprises et tout, c'est tout simplement parce que j'en avais marre un peu de suivre des règles qu'on m'imposait. J'aime bien cette liberté qu'on a. Et donc, si j'ai envie de faire une peau bleue, je fais une peau bleue. Si j'ai envie de faire un t-shirt vert comme ça et pas comme ça, et ben je le fais comme ça et pas comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je connais de l'histo, hein, c'est moins possible en histo. Donc, c'est quelque chose qui me tente beaucoup moins. Et en plus de ça, vu que j'ai quand même très peu de connaissances historiques, voilà, je suis pas très très bon en histoire, hein, on va pas se voiler la face. Bah, ça fait que faudrait vraiment que je me renseigne de ouf. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Par contre, une scénette en fantastique, ça oui, ça je suis d'accord. Ça oui, pourquoi pas. Ça, c'est peut-être même en projet. On verra. On verra. Mais oui. Mais on verra. Mais oui. Mais on verra. Ensuite, on a Philios qui me demande quels sont tes outils organisationnels afin de pouvoir gérer tes différents projets. Comment te répondre, Philios? Je suis bordélique comme c'est pas permis, et donc j'ai pas d'outils organisationnels. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai le copain Shrek, l'antre de Shrek, donc Sylvain, qui m'a parlé de Brush Rage, qui est une application qui permet de suivre le temps de peinture qu'on a sur ses projets, tout ça. Ça fait partie de ces outils organisationnels qui sont très cool, qui sont très intéressants, et en grand fidèle à moi-même, je l'ai téléchargé, je l'ai utilisé quelques temps, et puis maintenant, bah, quand je peins, je ne la mets même plus en route. Tu vois, donc c'est vrai que je suis pas hyper organisé. Après, pour ma défense, c'est aussi que en ce moment, voilà, je prends plus trop de commandes de peinture. Donc, puisque j'en en prends plus, j'ai pas besoin d'être organisé de ce point de vue-là. Et puis, pour tout ce qui est création de contenu, bah, j'avoue que j'essaie d'anticiper le plus, mais c'est la plupart du temps voilà, du dernier moment, parce qu'en fait, il y a toujours une espèce de course comme ça, où le quotidien fait que, bah voilà, il n'y a pas le temps de créer 3-4 vidéos en avance, ce qui serait franchement l'idéal, on va pas se mentir, mais c'est pas trop le cas. Donc en fait, je suis beaucoup au jour le jour, c'est peut-être aussi ça que j'aime bien dans mon métier finalement, tant qu'en tout cas, c'est pas néfaste à mon projet, et en tout cas à vous, à ceux qui me font confiance, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les cours de peinture ou dans les commandes, mais surtout là, voilà, ça sera surtout sur les formations et sur les contenus gratuits. Et ben, tant que ça gêne pas ça, je me dis que ça va. Et le jour où ça devient un problème, bah, peut-être que je chercherai des outils organisationnels. Mais c'est vrai que en tant que micro-entrepreneur où on doit tout faire soi-même, et ben c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses. C'est vraiment du touche à tout. Et donc, donc en fait, on part au plus urgent, et puis on fait comme ça jusqu'à présent. Voilà. J'ai pas d'outils. J'ai pas d'outils. Le mieux que j'ai pu faire, c'était un tableau Excel, quoi, si tu veux. Donc, il n'y a pas de miracle. Alors, on a Ben qui nous dit: tu préfères avoir 27 canards qui te suivent partout où tu vas pendant toute ta vie, ou des dents en mousse? Qu'est-ce que je réponds à ça?
Oh, les dents en mousse, ça veut dire qu'on peut plus manger correctement? Alors que les canards, après c'est chiant les canards. Mais en même temps, ils font pas constamment coin-coin les canards. Mais c'est vrai que ça doit chier partout. Dans la vie, on fait caca. Mais les dents en mousse, tu peux plus manger de trucs durs. Tu sais, des trucs qui croustillent, hein, comme ça, là, les amandes, tu peux plus manger d'amandes. Oh! Oh non, je pense que je prends les canards. Je prends les canards, tant pis. Tant pis. Voilà. Au pire, bah comme ça, je suis sûr de jamais mourir de faim. Voilà. Plus sérieusement, comment imagines-tu les évolutions du hobby dans 20 ans? Hyper difficile. Honnêtement, enfin, je peux essayer de projeter les choses, je peux essayer de spéculer, mais en fait, je me dis, quand on regarde il y a 10 ans, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, en fait. Donc dans 20 ans, c'est 2 fois plus long. Tu vois, il y a 10 ans, je sais même pas si... Enfin, il y a 10 ans, les imprimantes 3D, ça n'existait pas ou quasiment pas, tu vois. Donc je me dis, c'est quand même quelque chose qui a pas mal révolutionné le game. Quand tu couples imprimante 3D avec IA, je me dis qu'à un moment donné, si ça fait des bébés, bah, je vois le jour où ça sera possible de faire des figurines qui seront imprimées en 3D déjà peintes. Enfin déjà peintes, en tout cas déjà avec des plastiques teintés, avec des résines teintées. Après, au fur et à mesure de l'évolution technologique des trucs, pourquoi pas, si après ça va dépendre aussi du business que ça représente, hein, parce que bien évidemment, il n'y a pas d'investisseur là où il n'y a pas d'argent. Si ça génère suffisamment d'argent, bah, pourquoi pas imaginer qu'à terme, tu aies des imprimantes 3D qui te sortent des figurines déjà toutes peintes et si pas aussi bien peintes qu'à la main, déjà largement suffisamment peintes pour que ça soit jouable et que les gens s'en contentent la plupart du temps, tu vois. Donc en fait, c'est difficile de se projeter. Je pense vraiment qu'on peut pas savoir. Maintenant, j'ai envie de croire que ça va rester un petit monde sympa, où il y aura de plus en plus de monde qui vont kiffer, qui vont venir nous rejoindre là-dedans, et que les gens auront quand même toujours cette envie, voire même ce besoin de s'exprimer au travers de la peinture, et donc de faire soi-même, et non pas de faire faire par la machine. Par contre, j'imagine assez facilement qu'on aura d'autres outils qui vont être encore plus performants. Et quand on voit la différence des peintures les plus belles, par exemple, je sais pas, tu prends les Golden Demon d'il y a 20 ans et les Golden Demon de maintenant, c'est juste pas comparable. Donc je me dis que dans 20 ans, ça va être des dingueries, que ce sera pas comparable, et que probablement, moi, dans 20 ans, je serai complètement largué. Ça, c'est quasi sûr. Alors, on a Poise qui me demande, est-ce qu'à un moment, tu as hésité à tout arrêter? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait tenir et continuer? Alors, est-ce que j'ai hésité à tout arrêter? Je dirais pas jusque-là quand même. J'irai pas jusqu'à tout arrêter, mais je me pose beaucoup de questions. Tout le temps. Tout le temps. Il y a des remises en question constantes, il y a voilà, des questionnements sur est-ce que ce que je vis, est-ce que les émotions que je ressens par rapport à mon métier sont OK? Est-ce que ça me convient? Est-ce que la situation globale me convient? Est-ce que ça m'apporte plus de choses positives que négatives? Parce qu'on va pas se mentir, ça apporte évidemment aussi du négatif. Tout ça, c'est des questions que je me pose très souvent, bien sûr. Parce que comment dire? Il y a des évolutions constantes, en fait, là-dedans. Arriver à créer du contenu, arriver à faire en sorte que, bah, il plaise, que ça fonctionne, en tout cas, que ça fonctionne suffisamment pour en continuer à en faire mon métier, c'est quelque chose qui génère beaucoup de questionnements et parfois, il y a des moments, comme tout le monde, tu te lèves le matin, la journée est là et tu t'enchaînes 3 merdes, là, tu as, la connexion internet qui saute, tu renverses ton pot de Nuln Oil, il y a ton chat qui vient de griffer la jambe. Bon, c'est une journée de merde, tu te dis: «OK, qu'est-ce que je fous là? J'en ai marre, je vais peut-être arrêter parce que ça me gonfle». Peut-être qu'au final, j'ai envie de faire un métier où je me prends moins la tête. Tu vois, il y a des métiers, qui sont, où tu vas, tu fais ton job, tu sais, tu as des tâches, même presque des tâches répétitives, tu fais ton job, c'est répétitif, mais tu rentres chez toi, tu as fini, tu te poses plus de questions. C'est vrai que, voilà, tu te poses toujours plein de questions. En tout cas, moi, je me pose toujours plein de questions par rapport à ce métier-là. C'est quelque chose qui est très prenant au quotidien, c'est jamais complètement coupé et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui change. Parce que même si j'avais, avant de changer de taf, j'avais des tafs, voilà, à «responsabilité» entre guillemets, j'arrivais quand même à faire un vrai cut entre mon taf et ma vie privée et mon chez moi. Quand j'étais chez moi, je ne travaillais pas, en fait, tout simplement. Là, c'est plus compliqué. C'est sûr, c'est plus compliqué. Donc, est-ce que j'ai déjà hésité à tout arrêter pour répondre vraiment à cette question-là? Je pense pas, parce que je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me suis dit: «Là, c'est trop.
ça m'apporte trop de négatif par rapport à ce que ça m'apporte en positif. Mais il y a eu des moments où je me suis dit, waouh, là par contre, il faut que je calme certaines choses parce que ça, c'est difficile à gérer pour moi, ça me gonfle, ça me touche. C'est souvent ça, en fait, c'est souvent des choses qui peuvent me toucher. Je suis comme ça. Je prends les choses à cœur, que ce soit des choses qu'on peut dire ou faire. C'est l'humain, beaucoup l'humain, en fait, qui va m'affecter. Et puis, bah, aussi, voilà, l'incertitude d'un métier où tu ne connais pas ton salaire avant la fin du mois. Donc, il y a toutes ces questions-là qui peuvent venir, mais j'ai jamais hésité à tout arrêter. J'ai remis beaucoup de choses en question, mais j'ai jamais hésité à tout arrêter à proprement parler. Et quoi qu'il en soit, bah voilà, j'ai un peu déjà répondu à la suite de la question, hein. Si oui, qu'est-ce qui t'a fait tenir et continuer? Bah, ce qui me fait tenir et continuer, c'est déjà un petit peu tout ce que j'ai déjà mentionné, les aspects positifs, l'humain, les rencontres, le fait que je kiffe faire ce que je fais, le fait que ça me permet de m'exprimer, de raconter des histoires au travers de mes vidéos, de raconter des histoires au travers de mes peintures, que ça me permette d'avoir bah, plus de temps, mine de rien quand même, ou en tout cas d'être plus présent à la maison et d'être plus souple aussi sur mes horaires par rapport à ma femme, par rapport à ma fille. Bien évidemment, ça c'est incroyablement important, et ça me fait tenir parce que pour l'instant, on a un bon équilibre et que grâce à ce métier-là, je trouve que l'équilibre est correct. Alors, on a AEPA qui me demande à quoi ressemble une journée type d'un peintre pro STP, et quelles sont les différentes activités en dehors des cours particuliers et des vidéos YouTube. Alors, très honnêtement, pour répondre à cette question, déjà, pour répondre à cette question par rapport à ma situation à moi, je pense que ça nécessiterait une vidéo à part entière. Si ça vous intéresse que j'en fasse une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être le sujet d'une vidéo. Mais en tout cas, là, ce qui est difficile en fait dans cette question, c'est que ça sous-entendrait qu'un peintre pro, ça fait ça. Sauf qu'un peintre pro, il y a autant de peintres pro que, enfin en tout cas d'activités de peintres professionnels et donc de journées type qu'il n'y a de peintres professionnels, tout simplement parce qu'on fait pas tous la même chose. Il y a les peintres pros qui vont par exemple travailler pour des entreprises, ils vont faire des box art, ils vont faire ils vont peindre des figurines pour les salons, pour faire des photos, tout ça. Il y a aussi ceux qui vont travailler avec des particuliers uniquement pour faire seulement, enfin seulement, pas seulement, mais pour faire uniquement des commandes de peinture. Et là, bah, pareil, ça va pas du tout être la même chose que le premier que j'ai cité. Ensuite, on a ceux qui vont faire peut-être un petit peu de commandes de peinture, mais qui vont aussi faire des cours, voire même surtout des cours. Et là, c'est encore autre chose. Il y a ceux qui, comme moi, vont faire des formations en ligne. C'est encore différent. Il y a ceux qui vont avoir des chaînes, que ce soit chaîne YouTube, chaîne Twitch. Et même entre une chaîne YouTube et une chaîne Twitch, c'est pas du tout pareil. Twitch, c'est beaucoup de présence en ligne pendant la journée, alors que YouTube, c'est beaucoup de tournage. Puis ensuite, tu mets une vidéo en ligne, ou plusieurs. Enfin, vraiment, il y a... mais 2000 profils différents sur les peintres pros, parce que c'est juste pas du tout systématiquement la même activité. Donc là-dessus, bah, malheureusement, je peux pas apporter une réponse. Mais par contre, je pense que, enfin, en tout cas, vu la deuxième partie de la question, je comprends un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière cette question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre que les cours, les vidéos YouTube et la peinture. Eh ben, à part les vidéos YouTube, les cours et la peinture, bah déjà, les vidéos YouTube, en fait, c'est de la réflexion sur le script d'une vidéo, sur le sujet, sur le script, sur ensuite bah, tous les plans, comment on prend ses plans, comment on fait ses lumières, dans quel sens on va prendre le plan, quelle est la dynamique qu'on va vouloir donner à la vidéo. Donc ça a trait au montage, quelle est la musique qu'on va vouloir mettre là-dessus. Et tout ça, en fait, c'est des choses, et même, ça va même plus loin que ça. Quelle est la miniature qu'on va mettre? Quel est le titre de la vidéo? Comment on va faire notre description? Quels sont les hashtags qu'on va mettre? Enfin, il y a 1000 choses à penser. Et vraiment, aujourd'hui, pour ceux en tout cas qui ont qui sont aussi créateurs de contenu au-delà de faire de la peinture, vraiment le métier de peinture, enfin la peinture à proprement parler, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle passe au second plan, mais en tout cas c'est très tout loin d'être la seule activité. Et ensuite, bah, quand on n'a pas de contenu, de création de contenu ou autre, là peut-être que ça va plus se recentrer sur la peinture, mais on a toujours aussi eh bien, la prise de photos, la communication sur les réseaux sociaux, le fait de faire des devis, d'échanger avec les clients ou simplement avec la communauté, le fait de faire sa comptabilité, le fait de, j'en sais rien moi, le fait d'aller, comme c'est mon cas pour aujourd'hui, d'aller au magasin Orange pour faire un échange de box parce que la connexion elle commence à être moins stable. C'est tout ça en fait, peintre pro, c'est pas que de la peinture.
Alors ensuite, on a Makushiman qui dit: «Combien de temps accordes-tu en moyenne à l'ébarbage de tes figurines?» Question suivante. Non, bah, l'ébarbage des figurines, honnêtement, pas grand-chose, pas grand-chose. Alors déjà, en ce moment, je joue pas beaucoup de Trône de Fer, vu que je joue beaucoup au Trône de Fer, et c'est du monobloc, donc je m'embête pas, pas débarbage. À part vraiment s'il y a un gros truc, tu vois, mais sinon, pas débarbage, j'y vais direct. Ensuite, pour ce qui est de la peinture, de la figurine de jeu, d'une manière générale, je fais le gros du truc, mais j'y accorde pas beaucoup de temps. Par contre, ce à quoi je fais de plus en plus attention, parce que c'est vrai qu'à un moment je le faisais pas et c'est important, c'est quand les lignes de moulage ou les résidus de grappe sont à des endroits en fait qui vont faire que les deux parties vont pas être jointives. Ça par contre c'est un problème parce que ça fait des creux, ça fait des trous, ça fait des fentes sur la figurine, enfin c'est super moche. Ça j'y fais attention, mais sinon les barbages, je le fais assez rapidement, c'est pas ce que je préfère. On va pas se mentir. D'une manière générale, ébarbage, montage, au plus vite c'est fait, au mieux je me porte. Voilà. Donc je dirais pas beaucoup, si je suis honnête avec moi-même, pas assez. Alors on a Otatsu qui nous demande si tu dois choisir entre les deux, peinture pour le jeu ou peinture pour les concours. Il y a d'autres questions, on va y revenir après. Mais déjà celle-là elle est super intéressante. Je sais pas s'il faut vraiment faire la différence entre les deux. Parce que qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que... Alors, nécessairement, ça veut dire que tu peux pas aller faire de concours, en tout cas, par rapport aux exigences des concours, tu vas pas faire de concours avec de la peinture pour le jeu. Ok. Mais si tu fais de la peinture de concours, qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec tes figurines? Je te le demande, monsieur Otatsu. Non, bah après, si on suit ce raisonnement-là, je dirais que peut-être que je choisirais pour les concours, mais en fait, vraiment, ça dépend de là où on met la frontière, quoi. Parce qu'en gros, si on se dit que je fais que de la peinture pour les concours, bah, rien ne m'empêche de jouer avec le figurine que je présente au concours, alors que si je fais que de la peinture pour le jeu, ça veut dire que c'est pas sur les standards des concours et donc je peux plus le faire. Mais en même temps, dans l'autre sens, c'est, je pense, étant donné la direction que je prends, je me dis que les concours, je vais probablement en faire de moins en moins, et que du coup, bah, ça aurait plus de sens de répondre la peinture pour le jeu, parce que j'aimerais jouer plus. On peut dire de la jolie peinture pour le jeu de concours? C'est pas mal comme réponse. Non mais allez, on se mouille, on apporte une vraie réponse. Je dirais peinture pour le jeu, tout simplement parce que entre deux épisodes où je vais faire de la peinture un petit peu plus abouti. J'ai besoin de faire pas mal de peinture, un peu plus chill, un peu plus tranquille, où je réfléchis pas, je me casse pas la tête, voilà, je fais mon truc. Si j'ai envie que ça déborde, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, je dirais plutôt peinture de concours, peinture de jeu, pardon, si je ne devais choisir qu'un seul des deux. Bien évidemment, on choisira jamais. Ensuite, Otatsu, et ensuite, Otatsu, tu me demandes quelles sont tes rencontres les plus marquantes dans le monde de la figurine. Très intéressant cette question, dis donc. Alors, ben, il y en a pas mal en fait. De là à dire que toutes les rencontres sont marquantes, ouais, j'irai peut-être pas non plus jusque-là, mais c'est vrai que il y en a pas mal. Il y en a pas mal des rencontres qui ont compté et qui comptent toujours. Forcément, Nico Désé va rester quand même une rencontre qui a compté et qui compte encore, parce que tout simplement, c'est le tout premier chez qui je suis allé prendre un cours de peinture quand je me suis dit, bah, je vais peut-être en faire mon métier. Donc en fait, c'est un petit peu le lancement, tu vois, de toute cette machine, de tout ce projet finalement. Et évidemment que ça reste gravé, tu vois. C'était mon premier cours de peinture. Ensuite, ma femme m'en a offert un autre que je suis allé reprendre avec lui. Et plus tard, on a fait une formation ensemble. On se recroise très régulièrement. Donc forcément, Nico fait partie de ces gens que j'ai rencontrés et qui ont compté et qui comptent encore. Jirio aussi, bien sûr. Je suis aussi allé prendre des cours chez lui. On a partagé plein de projets ensemble. On continue d'en partager. Donc forcément, bah, là, on est sur deux personnes qui ont marqué mon parcours et qui continuent et qui j'espère, pardon, continueront de le marquer. Mais il y a aussi d'autres personnes. Alors après, il y a des personnes que j'admire, par exemple. Et dans le style aussi, par exemple, je me rappelle de Teddy, de Pain Mes Figues. On en a rediscuté il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, ça m'a marqué parce que c'était la première fois où quand je me déplaçais à un endroit, mais c'était pas pour de la peinture sur figurine, c'était pour faire un week-end avec des copains, où il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ah bah viens, on se rencontre et tout», et donc on s'était rencontrés sur place. C'était le tout début, moi, de l'aventure. On s'était rencontrés, on avait bu une bière ensemble et tout, tu vois? Ça marquait un peu une étape où tu te dis: «Ah, tu commences, voilà, à rentrer dans ce truc-là, à vraiment, bah, voilà, faire connaissance à des professionnels du secteur et tout». Enfin, ça marquait, quelque chose, quoi. Mais au-delà de ça, bien sûr, bon, bah, enfin, il y a plein de copains que j'ai rencontrés qui en tout cas, aujourd'hui, sont des copains
que j'ai rencontrés grâce à la peinture, que ce soit des gens que j'ai rencontrés sur des concours, que ce soit des gens qui me suivent sur les réseaux ou autres. C'est plein de belles rencontres et en fait, bah, il y en a très honnêtement, aujourd'hui, il y en a trop pour que je puisse tous les citer là. En fait, ça va prendre 3 plombes. Mais voilà, il y a des gens qui m'ont fait part de ce que mon contenu leur avait apporté dans leur quotidien, tout ça. C'est incroyable en fait d'avoir bah ouais, d'avoir cet effet sur la vie des gens, cet effet positif, c'est hyper gratifiant et j'en suis aujourd'hui très heureux, très fier et j'espère que ça continuera encore longtemps. Mais quoi qu'il en soit, oui, des rencontres marquantes, il y en a eu beaucoup. J'en ai encore à chaque salon, j'en ai tous les ans. Donc c'est vraiment une partie incroyable du métier. Et bien parmi les gens qui m'ont marqué aussi forcément, il y a par exemple mon partenaire, Mathieu, de Maxi Rêve. Voilà, c'est vraiment une histoire de copain maintenant. C'est pas juste un partenaire commercial, quoi. Vraiment, il est adorable, on s'entend super bien. À chaque fois que je vais le voir chez Maxi Rêve, voilà, on partage des bons moments. Donc ouais, ça fait partie aussi de ces rencontres qui sont importantes. Et aussi, bah, mine de rien, c'est quelque chose que je l'ai pas cité plus tôt, mais je peux le citer maintenant, c'est vrai. C'est un des avantages de mon métier, c'est que je peux aussi un petit peu choisir avec qui je travaille. Et donc, je peux choisir de travailler avec des gens que j'apprécie. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai tendance à travailler uniquement avec des gens que j'apprécie. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, yes, Mathieu fait partie de ces rencontres, par exemple, voilà, qui marquent mon petit parcours. Forcément aussi tous les copains d'Entre-Jeux Studio, même si l'aventure Entre-Jeux Studio s'arrête aujourd'hui dans sa forme initiale, bah, ça pareil, ça a marqué l'histoire de apprendre la peinture sur figurine, parce que c'était un peu mes collègues choisis. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas pouvoir citer tout le monde en fait. Ensuite, toujours Otatsu qui demande avec quel peintre aimerais-tu prendre un cours particulier? Alors là, c'est une question. Comment je réponds à ça? Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a des gens que je regarde, enfin voilà, je regarde leur travail avec beaucoup d'admiration. Eric Simpson, Andy Wardle, Lan Studio, enfin il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et encore là, j'ai cité 3 qui me viennent comme ça, mais je pourrais continuer la liste. Donc vraiment, avec qui j'aimerais prendre un cours particulier, je sais pas. C'est quoi? Eh ben, peut-être que ça va être en fait, peut-être que je vais répondre légèrement à côté. Mais peut-être que ça serait Émile ou Lucas de Squidmar Miniature. Parce qu'en fait, t'as dit un cours, t'as pas précisé un cours de quoi. Et là, je m'engouffre dans la faille de ta question. Parce que, en fait, c'est des peintres qui sont super forts. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est aussi des créateurs de contenu que j'admire, en fait. Ils font du contenu qui me plaît beaucoup, dont j'essaye de m'inspirer avec mes petits moyens à moi, parce que c'est clairement pas les mêmes que les leurs. Et j'ai probablement pas les mêmes compétences sur plein de choses. Mais justement, je me dirais que d'aller chez eux, tu vois, genre une journée, passer une journée avec eux, voir comment ça se passe, une journée de tournage, le montage des vidéos, comment ils font leur peinture, tout ça. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu plus d'ensemble. Donc je me dis que, ouais, si je devais choisir, ce serait peut-être plus ça aujourd'hui, parce qu'en fait, je peux pas répondre facilement à avec qui j'aimerais prendre un cours de peinture, parce qu'il y en a plein, je t'en ai cité déjà 3 comme ça sans réfléchir. Puis en plus, là j'ai cité que des peintres internationaux, mais des peintres en France avec qui j'aimerais bien prendre des cours de peinture, il y en a plein. Tu vois, par exemple, j'irais très volontiers voir Sylvain, l'entre-deux Shrek. Je sais pas s'il donne des cours, mais il peint trop bien, j'adore ce qu'il fait. Alexandre Gilles est très très fort. Elliot Abergel est super balèze aussi. Enfin, il y en a plein comme ça, tu vois. Et là, je te cite pas Nico et Girio parce que j'ai déjà pris des cours avec eux, tu vois. Mais il y en a plein. Par contre, s'il y a une personnalité comme ça du monde de la figurine que j'aimerais rencontrer pour apprendre des choses de lui, je pense qu'en effet, ce serait Squidmar Miniature, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense qu'il aurait énormément de choses à m'apprendre, tout simplement. Ensuite, autre question, est-ce que tu t'es déjà essayé à la sculpture? Si oui, ça a donné quoi? Sinon, une raison particulière? Non. Globalement, la réponse est non. La seule chose que j'ai fait, c'était combler des trous sur des figurines, machin, des trucs comme ça avec de la mini-pute. Je n'y vais pas sur la sculpture, tout simplement parce que je pense que pour faire quelque chose de correct, il faut s'y mettre vénère, ça doit pas être facile, et j'ai déjà encore beaucoup trop de choses à apprendre en peinture. Je vais pas aller du côté de la sculpture. On ira peut-être un jour, mais pas tout de suite. Déjà, j'aimerais apprendre encore en peinture, me concentrer sur ça, continuer à progresser, continuer à être de plus en plus satisfait de ce que je peux produire. Et après, quand vraiment j'aurai quelque chose où je me dis, bon, là, c'est bon, je suis content, machin, je sais même pas si ça arrivera un jour.
Spoiler, non, ça n'arrivera jamais. Mais quoi qu'il en soit, pas tout de suite. C'est trop chronophage et c'est pas ma priorité. Même si j'aimerais bien pour le coup. Alors ensuite, on a un nouveau Paltars qui me demande quand est-ce que tu viens jouer à Kings Road? Eh ben, quand est-ce que j'aurai le temps? Je n'en sais rien. En vrai, j'aimerais bien. Ça a l'air d'être très très cool comme jeu vidéo. Mais en ce moment, je ne joue à absolument aucun jeu vidéo. En tout cas, pas sur ordinateur. Les seuls moments où je joue un petit peu aux jeux vidéo, c'est quand je ressors ma PS Vita pour jouer à Final Fantasy X, par exemple. Et je fais ça 20 minutes dans le lit le soir avant de me coucher. Ou alors quand je suis sur la route, par exemple dans le train pour aller aux événements ou les trucs comme ça. Mais sinon, je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas le temps. Donc, mais c'est vrai que j'aimerais bien. J'aimerais bien, surtout que je sais qu'ils jouent, on pourrait y jouer ensemble. Peut-être que ça viendra un jour, mais pas tout de suite. Je fais un petit rappel, je l'ai annoncé au tout début de la vidéo, mais si ça vous intéresse, étant donné qu'on a passé les 25 000 abonnés, pour vous remercier, eh bien je fais 25% sur mes formations, je rouvre les inscriptions là tout de suite, au moment où je sors cette vidéo, et c'est simplement pour quelques jours, donc il ne faut pas hésiter. Si ça vous intéresse, c'est là tout de suite maintenant, après, il sera trop tard. Et en 25%, ça se refuse pas. Alors ensuite, on a Wif qui nous demande, enfin qui me demande, sais-tu faire du cel shading? Si oui, est-ce plus simple ou plus dur qu'une peinture classique? J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé de ma vie, donc je ne peux pas te dire. Je pense pas nécessairement que ce soit plus simple ou plus dur, je pense que c'est simplement différent. Il faut savoir faire des couches hyper propres, nickel. Il faut savoir être très précis, très régulier. Donc je pense que c'est simplement une technique qui est différente, une approche qui est différente, mais je ne peux pas en parler davantage, tout simplement parce que je n'ai jamais essayé. Essayer comme ça une fois, pourquoi pas, mais je dirais que si j'essaye, il faudrait que je sois accompagné, parce que j'ai pas envie de prendre le temps d'apprendre, par contre, ça oui. J'ai pas envie de prendre le temps de me renseigner par moi-même et d'essayer, d'échouer, de revenir. Si on me montre et que je reproduis, pourquoi pas, ça peut être cool. Et ensuite, tu me demandes, utilises-tu un pinceau spécial pour tes dilutions et tes mélanges, ou le fais-tu avec le pinceau avec lequel tu peins? Évidemment que je prends un pinceau différent. Non, mais... Si, mais il faut répondre. En fait, j'ai deux réponses. La réponse que je dois te donner, c'est oui, je prends systématiquement un pinceau différent pour les mélanges et pour les dilutions. La réponse officielle, c'est que bah, je suis comme tout le monde et que ça m'arrive trop souvent de ne pas vraiment y penser, de faire avec le pinceau avec lequel je peins, et du coup, il s'abîme plus vite que ce qu'il devrait. Voilà, tout simplement. Mais oui, logiquement, il faut le faire, et ça te permet d'avoir des pinceaux quand même qui vont te durer plus longtemps, notamment qui vont garder une précision, une pointe plus longtemps. Alors ensuite, on a Kigan qui nous dit: est-ce que tu peux enlever le sort vaudou que tu as lancé sur ma bagnole? Si je pouvais, je le ferais, copain. Je te jure que c'est pas moi. C'est pas moi, je ne sais pas. Le vaudou, c'est quelque chose que je ne pratique pas, et je n'ai rien contre ta voiture, tu t'en doutes bien. Et ensuite, on a Paltars, bah là, on est sur la série. Est-ce que vous préparez un sale coup? Oui, oui, toujours. Toujours, éternellement. Et comme on dit jamais 203, on a aussi... Ça, c'est l'ambiance sur le Discord, hein. Si ça vous intéresse, venez, on rigole, on rigole. Y a Scarlix qui me dit: es-tu enfin prêt à admettre que la sous-couche noire de qualité est la quête ultime du peintre? C'est toujours non, mon cher Scarlett. Alors ensuite, on a Cypher qui nous dit: quelle flotte ruche? J'imagine que tu poses la question pour les tyrannides. Je sais pas, en fait, je pense que le schéma, enfin, c'est un schéma que j'ai fait comme ça. Je pense pas que ça soit un schéma d'une flotte ruche officielle. Donc, si vous, je sais pas, je vous mets les images. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à dire. Si c'est un schéma officiel, comme ça, on le saura dans les commentaires. Ensuite, on a un nouveau bourrin qui nous demande de combien de figurines penses-tu avoir fini ces 12 derniers mois? C'est franchement incalculable, en fait, je ne sais pas du tout. Je peux pas du tout te répondre. Attends, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Ouais, c'est franchement super complexe comme question. Déjà, ce que je peux faire, c'est réfléchir vraiment grosso modo. Genre, j'ai fini sur le trône de fer, par exemple, j'ai fait 2 armées. J'ai fait l'armée de la Fraternité sans bannière, et j'ai aussi fait la Night's Watch. Donc déjà, rien que ça, je sais pas, la Night's Watch, on est à quoi? On était à 35 figurines à peu près, je crois. La Fraternité sans bannière, on est à beaucoup plus. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 packs de 12, ça fait déjà 48. Plus le pack de cavalerie, ça fait encore 4, ça fait donc 52. Tac, 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 on compte quelques NCU en plus, quelques personnages. Allez, on va dire qu'on monte à 60 à peu près. 60 figurines sur la Fraternité sans bannière. Environ 35 sur la Night's Watch, on est déjà à 95. Ensuite, il y a toutes les figurines que je fais dans les lives, les trucs comme ça. Et mine de rien, ça commence à faire beaucoup. On fait quand même 3 lives par semaine en moyenne.
Puis ensuite, il y a les commandes de peinture que j'ai eues aussi. En commande de peinture, j'ai fait tout ce qui était la garde républicaine. La garde républicaine. La garde impériale. Oh, il est fatigué, père, là, wow. Non, j'ai fait la garde impériale. J'ai fait de la garde impériale. J'avais encore aussi fait quelques figurines de Super Fantasy Brawl, je crois. Franchement, allez, je te donne une grosse fourchette. Je pense que je suis probablement pas loin des 200 figurines. Quelque chose comme ça. Ça monte assez vite en fait. Donc ouais, je dirais à peu près ça, probablement environ 200 figurines. Alors ensuite on a AEPA qui nous repose une question. Peux-tu STP nous faire un update sur ton projet Golden Demon dont tu as parlé dans une vidéo? Ou alors j'ai loupé une information et tu m'as déjà fait. Non, en fait, dans la vidéo, je laissais une ouverture sur la possibilité qu'un jour je me prépare pour un Golden Demon. J'ai pas dit que je me lançais sur le projet à proprement parler. Mais c'est assez rigolo, parce qu'en fait, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, hier soir, j'ai un petit peu avancé sur le projet. En fait, je le fais quand j'en ai envie. Voilà, c'est tout simplement, je veux pas me prendre la tête là-dessus. Et donc, j'ai un petit peu avancé. Je vous mets des images là pendant que je discute. C'est un projet qui va mettre beaucoup de temps, c'est une certitude. Je vais y venir comme ça, je vais picorer sur le projet. Je vais pas forcément me concentrer beaucoup dessus. Donc, si ça voit le bout un jour, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave en fait. Là vraiment, oh tiens, j'ai un petit peu envie de travailler dessus. Allez, c'est parti. Oh tiens, non, en ce moment, j'ai pas envie. Il reste de côté 3 mois, pas de souci. Donc en fait, c'est pas un projet que je destine à une participation particulière du Golden Demon. Je sais même pas si un jour j'irai au Golden Demon. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. On verra. Ça coûte quand même des sous. On en reparle le jour où ça sera vraiment le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un projet, j'y vais de temps en temps comme ça. Là, ça faisait des mois, depuis la vidéo, je n'y avais pas touché, avant hier. Donc c'est pour dire. Alors ensuite, on a Pachi qui dit, quelle est la question à laquelle t'aimerais répondre? Bah, à cette question-là. Voilà. Et ensuite, on a Otatsu qui nous dit, et quelle serait la réponse à cette question que tu aimerais qu'on te pose, mais qu'on ne t'a pas posée? Bah, du coup, la réponse, c'était à celle-là. De fait. Voilà. Vous avez eu ce que vous vouliez. Alors ensuite, on a Chris33127 qui me dit « Est-ce que tu connais le coefficient d'acceptation familiale? Sinon, c'est la condition primordiale pour concilier la vie de famille et le budget qui va avec, et un loisir chronophage et payant. Donc maintenant que c'est oui, comment tu l'as géré avant d'en faire ton gagne-pain ?» Pas sûr d'avoir tout compris là, mon cher Chris. Mais en gros, si je comprends bien ta question, c'est un peu... en gros, à quel niveau la famille l'accepte, ce projet de peinture, tout ça? Bon, quoi qu'il en soit, moi, en tout cas, mon expérience, c'est que j'ai une femme qui est formidable, voilà, et donc elle accepte très bien. Évidemment, il y a des inconvénients, ça prend de la place, ça prend même trop de place parfois, que ce soit en place, vraiment littéralement dans l'appart, mais aussi en termes de temps, tout ça, des disponibilités. Mais voilà, elle m'a porté, elle m'a soutenu, elle m'a encouragé dès le début à me lancer dans ce projet parce qu'elle a bien vu que de toute façon c'était quelque chose que j'avais là et que voilà, il fallait que je change de métier. C'était quelque chose qui me portait et donc elle m'a énormément encouragé à me lancer là-dedans. Donc je lui en suis infiniment reconnaissante et aujourd'hui encore elle est d'un soutien incroyable, donc là-dessus il n'y a aucun souci, j'en suis très très fier et très heureux pour moi-même du coup. Mais je sais que ça apporte aussi voilà, une sorte d'équilibre à partir du moment où on fait attention à respecter cet équilibre et qu'on essaye de trouver, qu'on en discute beaucoup, qu'on échange beaucoup pour que justement on puisse être d'accord sur l'équilibre. Je pense que c'est ça qui est primordial et moi aujourd'hui je sais que parfois il y a de l'abus entre guillemets par rapport encore une fois à la place que ça peut prendre, notamment la place dans l'appart parce qu'on n'a pas un énorme appart et que voilà, avoir son atelier, toutes ses peintures, toutes ses figurines, tout ça dans un appart, ça prend de la place, mais quoi qu'il en soit, ça se passe bien. Comment est-ce que je l'ai géré avant d'en faire mon gagne-pain? En fait, le truc c'est ça, c'est que moi, je me suis remis dans la peinture sur figurine, et dans la figurine d'une manière générale, au moment précis où j'ai commencé à me dire, allez, on y va, on se lance, quoi. Donc en fait, il n'y a pas eu de bascule, j'ai envie de dire. Le simple truc, c'est que avant ça, j'étais sur le jeu de société. Le jeu de société, j'en avais beaucoup. Et donc, en fait, là, maintenant, j'ai mon espace qui est derrière ici. Et quand j'ai plus de place,
Je dégage du jeu de société pour remettre de la figurine, ou alors je dégage de la figurine pour remettre de la figurine. Voilà, là j'essaie quand même de rester sur cet envahissement-là qui est déjà suffisant, et j'aimerais, voilà, j'essaye autant que faire se peut de ne pas aller plus loin là-dessus, même si, bah, encore une fois, il n'y a pas que les figurines, il y a aussi tout le matos informatique, les caméras, l'ordinateur, les lumières, les machins, les bidules, vraiment, ça prend vite de la place, donc bah, j'essaie de faire tout simplement attention à ça. Alors, Bourrin qui demande quelle est la figurine, le projet sur lequel tu as pris le plus de plaisir ces 12 derniers mois. C'est intéressant. En fait, j'ai pris pas mal de plaisir sur mon armée de la Fraternité sans bannière. J'ai bien kiffé peindre les figurines. Après, ça reste une armée, donc au bout d'un moment, voilà, je me suis un petit peu lassé. Parce qu'en plus, moi, quand je fais mes armées, la plupart du temps, on va dire, je les cale sur un événement. Donc là, je voulais que ce soit peint pour l'événement qu'on a fait chez MaxiRêve, le Maxitrone. Donc en fait, je me suis mis une certaine pression, il fallait que je peigne assez vite. Et donc après ça, c'est vrai qu'à la fin, j'ai un peu rushé, j'en avais un petit peu marre de devoir me presser tout ça. Mais par contre, j'ai beaucoup kiffé peindre ces figurines, elles sont vraiment très cool. J'ai bien aimé le schéma de couleurs que j'ai choisi et j'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre. Donc il y a ça. Plus récemment, il y a aussi le Nexus Keeper, la figurine de Morglub, qui est la dernière figurine du jeu, enfin une des 2 dernières figurines du jeu, qui a été sculptée par Rémi Tremblay, et je la trouve incroyable. Je l'ai pas fini encore, mais je me suis vraiment beaucoup éclaté à peindre dessus sur le stream qu'on a fait ensemble à ce sujet. Donc ça fait partie, ça aussi, des projets que j'ai vraiment kiffé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et ensuite, sinon, il y a aussi 2 petits projets qui sont pas finis, qui sont des bustes. Le cardinal de Quichelieu, comme l'ont renommé les copains pendant les streams. Donc là, on parle de la figurine du cardinal de la gamme Historix de chez Scale 75. Il n'est pas fini, mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur tous les streams qu'on a fait ensemble. Maintenant, il faudrait que je le finisse hors stream, parce que c'est vrai que là, on arrive plutôt sur de la phase de détail, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis bon, beaucoup moins intéressant aussi à regarder en live. Donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet-là, en tout cas à le commencer. Là, il n'est pas fini. Et dans le même style un peu, c'est le buste de Jace de Arcane que j'avais commencé, que j'ai jamais vraiment fini. À un moment donné, j'ai essayé un truc. Bon, ça n'a pas été un succès, donc du coup ça a mis le projet un petit peu au second plan, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le commencer celui-là, et je m'étais bien éclaté sur la peau, j'ai commencé à tester des trucs et tout, et souvent en fait quand je teste des trucs, c'est là que ça me plaît, j'aime bien apprendre en fait, je pense que c'est ça le truc. J'aime bien apprendre, j'aime bien tester des trucs que je ne maîtrise pas forcément, et donc du coup j'avais pris beaucoup de plaisir. Donc ça fait quand même déjà 4 projets différents, de la peinture d'armée, de la peinture de personnages entiers, de la peinture de buste, il y a un petit peu de tout, et bon voilà, ça montre tout simplement que je continue à m'éclater quoi. Alors on a à nouveau Tatsu qui demande une nouvelle figurine en cours de création pour s'ajouter au buste déjà existant de ta gamme. Alors en vrai, il y a eu un petit coup d'arrêt sur cette gamme-là. Quand j'ai développé le buste de la petite fille avec son doudou licorne, il s'est passé plein de choses, ce qui fait que j'ai pas pu vraiment le mettre en vente à proprement parler. Donc là, je suis en train de refaire mon site internet. D'ailleurs, je vous informe que incessamment sous peu, il sera mis en maintenance pendant plusieurs jours, peut-être même une semaine, pour refaire un petit peu tout ça, pour que je puisse remettre à nouveau des articles de blog sur ce blog, tout simplement, pour réactiver tout ça, parce que c'est quelque chose qui me manque, j'ai envie d'en refaire un peu, et au passage, je vais en profiter pour mettre une partie vente, une petite boutique en ligne de apprendre la peinture sur figurine, sur laquelle, du coup, on pourra acheter justement les bustes. Et ça, c'est quelque chose... D'abord, je vais faire ça. Je vais voir un petit peu aussi si ça vous plaît toujours, si vous avez toujours envie d'acheter des bustes que je peux proposer. Et si toutefois ça fonctionne, eh ben, les sous qui seront récupérés de ça pourront être réinvestis pour la création d'un autre buste ou d'une figurine, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas enterré du tout. C'est juste, voilà, il faut attendre le bon timing pour que ça revienne. Et le bon timing, ce sera quand le site sera mis à jour et qu'il y aura la boutique en ligne. Alors, on a ensuite Bourrin qui me demande quand est-ce que tu peins le chevâchier en ligne, en live. Le chevâchier, c'est la figurine de Girio, je crois. Si je dis pas de bêtises. Le chevâchier, il me semble que c'est la figurine de Girio qui a été sculptée par Rémi Tremblay. Et je crois qu'elle est disponible à l'achat. Il me semble avoir vu ça sur le site de TGCM, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas, tout simplement. Donc, si un jour je l'ai, je le peindrai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, ça va être compliqué de le peindre. Je peux air peindre le chevâchier, comme ça. Oh! Quel beau chevâchier. Ensuite, on a Pong qui nous dit « Cette question a fait débat en live. Quelle est la peinture avec le meilleur goût ?» Évidemment, il faut pas manger ces peintures. C'est la première chose que je suis bien obligé de vous rappeler ici. On ne mange pas ces peintures.
C'est pas forcément recommandé hein, d'un point de vue santé, tout ça. Maintenant, quelle est celle qui a le meilleur goût? Franchement, je saurais pas dire. Je peux te dire que laquelle a un goût vraiment horrible, que je déteste, plus. Je vais pas le dire par respect, parce que peut-être qu'il y en a qui choisissent leur peinture en fonction du goût, on sait jamais, hein, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure peinture, le meilleur goût, je sais pas. Vraiment, je n'ai pas de... Pour moi, j'en mange assez peu, hein. Voilà, pour dire... Tu vois, quand le goût est horrible, il est tellement fort qu'il te prend, tu vois, t'as pas besoin, tu sais, t'as mal rincé ton pinceau. Mais par contre, si c'est pas désagréable, je pense qu'il en faut beaucoup pour sentir, et je suis pas allé jusque le... Voilà, je ne ferai pas ça. Mais on peut peut-être essayer avec du pâté, par exemple. Pourquoi pas? Alors ensuite, on a aussi Poisse qui me demande quels sont les peintres qui t'inspirent et dont tu suis les travaux. Là, pareil, il y en a beaucoup. Alors, des peintres, ça dépend ce que tu appelles inspirer, suivre les travaux. Je suis pas les travaux de beaucoup de peintres, peut-être même de aucun à proprement parler. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai personne qui me vient en tête où je me dis, dès qu'il sort un truc, paf, je le regarde, je le décortique et tout, machin. Mais par contre, il y a évidemment des peintres dont je suis très admiratif. Alors, sur la scène française, il y en a plein. J'en ai déjà cité plusieurs tout à l'heure. Je vais reciter les mêmes, en fait, tu vois. Elliot peint super bien, Alexandre Gilles peint excessivement bien, l'atelier de Shrek ou l'entre deux Shrek, à chaque fois je me plante, Sylvain, l'entre deux Shrek je crois, peint vraiment super bien, j'adore ce qu'il fait, vraiment il a des peintures incroyables. Spony de la Vida, incroyable. Breeze fait des super peintures, enfin Velvet aussi, enfin tu vois il y en a plein, Malika sur ses Friandes, tout ça, enfin il y a plein de monde en fait, et je veux pas non plus Nico et Girio qui sont ceux chez qui je suis allé prendre mes cours de peinture au début, tu vois tout ça c'est des gens en fait, je peux pas citer tout le monde, limite j'ai presque même envie de pas citer ceux que je viens de citer pour pas oublier ou ne pas citer les autres, tu vois. Mais par contre, au niveau international, c'est vrai qu'il y a des peintres pareils, ou là, qui me viennent assez facilement à l'esprit. Il va y avoir Eric Simpson, il va y avoir Richard Gray, Marc Masclan, David Aroba, Andy Wardle, il y a aussi Natalia Orax, en français, que j'ai oublié mais qui est incroyable, il y a Thibaut Ram, par exemple, tu vois, tout ça, c'est des peintres qui sont tellement dingos, évidemment, ouais, je regarde ce qu'ils font, et je trouve ça fou, quoi. Rodrigo Acoré, enfin, c'est des gens qui vont chacun avoir un univers, une particularité je sais pas, dans la vibrance de leurs couleurs, dans le traitement des valeurs, dans la composition de leurs figurines, plein de choses que moi je suis incapable de faire en fait et qui me rendent complètement dingue, quoi, tellement c'est trop beau en fait. Oui, hein, j'ai pas cité aussi Lan Studio, quand il est venu poser son display à la World Model Expo, pam, des étoiles dans les yeux, les gars. C'est tout. Alors on a Makushiman qui demande, après tous les essais que tu as fait, quels sont les outils que tu retiens pour l'ébarbage et la préparation de la figurine. Je te l'ai dit, le moins possible pour moi, et si je dois en retenir un seul, ça, c'est le petit couteau de précision. Certains appellent ça un scalpel, un cutter, comme vous voulez. C'est le petit couteau de précision sur lequel on peut changer les lames comme ça. Ça, pour moi, c'est trop bien. Parce que du coup, tu peux couper, parce que la lame est quand même vraiment très efficace. Donc tu peux couper, tu peux gratter, tu peux creuser, et puis vraiment, si tu veux gratter doux, tu vois, tu grattes avec le dos ici, comme ça, là, hop. Comme ça, du coup, tu coupes pas. Et ben avec ça, je pense que tu peux tout faire. Voilà, donc pour moi, s'il n'y en a qu'un seul, couteau de précision. Ensuite, j'ai aussi eu, au-delà du Discord, j'ai aussi eu des questions par mail. Là, par exemple, j'ai une question de Stéphane qui me dit « Salut Guillaume, d'abord bravo, t'es en route vers les 100 000, t'en as déjà fait un quart. » Parce que les 100 000, ils sont pas pour demain. Hein. Alors maintenant, les questions. Pour toi, c'est quoi la pire marque de peinture? J'aime pas trop répondre à ça, en fait, parce que c'est toujours très personnel, en fait. Donc, moi, je vais te dire avec lesquelles j'ai pas aimé peindre. Mais c'est pas parce que moi, j'ai pas aimé que elle est mauvaise. Elle est pas mauvaise, elle ne me convient pas. C'est quelque chose, je mets beaucoup de nuances à chaque fois sur ce genre de choses. C'est important pour moi de mettre de la nuance. J'aime pas les avis super binaires. Maintenant, si je dois répondre à ça, quelle est la marque, je vais reformuler la question, quelle est la marque de peinture avec laquelle j'ai le moins apprécié peindre? Je dirais que c'était la gamme de chez Green Stuff World à l'époque. Maintenant, ils ont ressorti, ils ont reformulé pour faire la Max Formula ou Formula Max, qui était déjà meilleure. Et maintenant, ils ont même sorti la gamme opaque. Et la gamme opaque est encore plus couvrante. Donc, ils ont corrigé le tir, en fait. Sinon, il y avait aussi la Army Painter sur certaines références qui étaient quand même pas très couvrantes et qui laissaient parfois pas mal de brillance. Ils ont corrigé depuis qu'ils ont sorti les Fanatic Warpaint. Donc, en fait,
c'est ça aussi le truc, c'est que les gammes, elles évoluent, les peintures évoluent, les entreprises s'adaptent et refont leur gamme. Donc au final, moi, ce que j'ai pu tester à une époque, sachant que maintenant je ne peins quasiment plus qu'avec du AK, bah, c'est plus la vérité de ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Valero a évolué, Prince Auguste, qui est Valero, ça a tout, voilà, tout ça, ça a évolué. Citadel, ça a probablement évolué aussi. Bref, tout ça, en fait, c'est en évolution constante. La seule chose, on va dire, que je retiens dans tout ça, qui n'a pas changé et qui pour moi est toujours aussi pourri, bah, c'est les pots de peinture de chez Games. Voilà, ceux-là, je pense qu'ils font l'unanimité. Hein, c'est ce format-là, moi je n'aime pas. Je préfère les pots pipettes. À part ça, je peux pas trop répondre à cette question parce que beaucoup de choses ont évolué. Ah si, je peux te dire, avec les peintures, acryliques que j'avais achetées là chez Action, ça c'était nul. Mais c'est normal, c'était pas de la peinture pour figurines. Ensuite, Stéphane toujours qui me demande, avec ton planning, tu arrives encore à avoir une vie de famille? Oui, franchement oui. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps comme je l'ai dit, mais pour moi c'est une question d'équilibre. Et je vais pas... Enfin, si demain on me demande de choisir entre ma famille et mon métier actuel, évidemment je choisis ma famille en fait. Donc il n'y a pas de débat. Oui, j'ai du temps pour ma fille et pour ma femme. Oui, on prend du temps aussi pour aller voir nos familles, nos parents, frères, sœurs, cousins, tout ça. Bref, oui, on prend du temps pour ça. C'est très important et ça c'est quelque chose sur quoi je ne rognerai pas. Bien évidemment, je pourrais avoir plus de temps, mais... Voilà, c'est un équilibre qu'on a trouvé pour l'instant, et je pense qu'à terme, ça évoluera aussi vers... on aura plus de temps aussi, parce que bah, ma fille va grandir, et donc on va pouvoir envisager les choses un peu différemment. Mais oui, j'ai du temps, ça se passe bien. J'ai du temps, je prends du temps. Ensuite, tu me demandes, n'as-tu pas un peu honte du traitement des martres pour faire nos pinceaux? Je vais être tout à fait transparent là-dessus. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Aujourd'hui... j'ai pas nécessairement trouvé, j'ai pas eu vent de solutions, on va dire, pas naturelles justement, mais de pinceaux synthétiques qui pourraient venir compenser, qui pourraient venir avoir les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques, je vais y arriver, les mêmes caractéristiques que les poils de martre. Donc je me suis pas plus posé la question que ça. Les questions qui sont d'ordre éthique, environnemental, comment dire, le traitement des animaux, tout ça, c'est des choses qui me sont chères. J'y fais beaucoup attention dans mon quotidien et je me dis que je peux pas non plus faire attention à strictement tout et que là, en l'occurrence, bah, je me suis pas renseigné sur le sujet. Si demain quelqu'un vient me voir avec une solution de pinceau synthétique qui permet d'éviter justement bah, de prendre, de prélever des poils sur des animaux, je me dis pourquoi pas. Maintenant, il faudra aussi calculer l'impact de la fabrication de ces pinceaux synthétiques. Parce que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on n'utilise pas des poils d'animaux que c'est forcément mieux. Donc voilà, c'est un sujet, j'ai pas forcément de réponse à ça parce que je ne le maîtrise pas. Si tu ne devais avoir qu'un seul jeu avec des figurines, ce serait lequel? Alors je sais pas si tu parles de jeux existants ou genre si je voudrais avoir un jeu qui n'existe pas. Je vais partir du principe que c'est sur les jeux existants. Aujourd'hui, si je devais en avoir qu'un seul chez moi, ce serait le Trône de Fer. C'est celui que j'aime le plus, c'est celui auquel je joue le plus. J'aime bien le côté régiment, j'aime bien le côté très tactique du jeu. Maintenant, c'est vrai que si ça pouvait être dans une version un petit peu plus sympathique que celle actuelle, je prends, parce que franchement, la version actuelle, je ne l'aime pas. Donc, on va voir quand est-ce qu'ils arriveront à nous faire une prochaine version. Je continue d'y croire. Mais en tout cas... voilà, ça serait probablement ce jeu-là. Est-ce que tu es team chien ou chat? Eh bien écoutez, j'ai un chat à la maison, mais je suis définitivement team chien. Les chiens, je les aime plus que tout. Oui, si je pouvais avoir un chien, j'aurais un chien. Simplement, je n'en ai pas, parce que je ne veux pas mettre un chien en appartement. On est en plein centre-ville en plus, pour le sortir, tout ça, c'est une galère et tout. Donc j'ai pas voulu infliger ça à un chien. Un chat le supporte beaucoup plus d'une manière générale, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit et ce que je continue à penser, donc c'est pour ça qu'on a pris un chat. J'adore les chats, c'est pas la question, même si, bon, des fois ça m'arrangerait qu'elle pète un peu moins des câbles, mais c'est vrai que je trouve les chiens finalement plus stables dans leur psyché, n'est-ce pas? Donc je suis plutôt team chien. Raclette ou barbecue, celle-là elle est très énervée comme question, je ne sais pas. Joker, barbeclette, raclou, Joker. Meilleure marque pour des figurines hors Games Workshop, les figurines de meilleure qualité, et on parle vraiment de figurines, les meilleures figurines, enfin les figurines de meilleure qualité hors Games Workshop que j'ai pu voir aujourd'hui, Shatterpoint, je dirais.
Star Wars Shatterpoint, elles sont vraiment archi cool les figurines, de très bonne qualité, très très agréables à peindre. Donc je pense que je partirai là-dessus, je réfléchis quand même, est-ce que je vois quelque chose d'autre? Non. Non. Donc je resterai sur Shatter. Ensuite, nous avons Marc-Antoine qui me dit « Hello Guillaume, question que je ne vois pas abordée sur les forums et vidéos, mais peut-être ai-je mal cherché. Comment se comporte une figurine après peinture, dans le temps, au stockage, après plusieurs années? On passe du temps sur la peinture, mais après, y a-t-il par exemple un risque d'écaillement, de mauvaise tenue des teintes, couleurs? Comment assurer la pérennité de notre travail dans le cadre d'une figurine avec sous-couche et peinte avec des marques de peinture connues et finalisée avec vernis protecteur? Merci de ton expérience et toujours... Un très grand bravo pour ton super travail apprécié. Bah, écoute, déjà Marc-Antoine, merci beaucoup, c'est très gentil. Je te rassure, Marc-Antoine, dans le temps, ça tient très 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 bien. Personnellement, j'ai des figurines que je n'avais même pas sous-couchées, et c'était peint avec les peintures de l'époque, qui ont été peintes à peu près... entre 2006, 2007, 2008, tu vois, dans ces eaux-là, et comme Émile. Donc en tout cas, voilà, sur ces peintures, j'ai absolument aucun souci, elles sont toujours là, c'est les Bretoniens, là, voilà, je vais vous en montrer une, là, pendant que je parle, y a aucun souci, ça tient hyper bien. Peut-être que si c'est pas bien verni, je sais même pas si... Est-ce que le vernis protège vraiment? Je ne sais pas, mais la seule chose, je dirais, c'est de ne pas les stocker en plein soleil. Probablement que ça peut décolorer quand même pas mal. Bon, bien évidemment, on va éviter de les tremper dans la flotte et tout, mais je suis même sûr que ça, au final, une fois verni, ça bouge pas trop, c'est juste ça va faire un truc dégueulasse, mais bon, enfin, il n'y a pas de raison pour les entreposer dans de l'eau, quoi, de toute façon. Mais non, vraiment, ça tient très bien sur du très long terme. Ensuite, on a Frédéric qui m'a envoyé un mail également. Bonsoir Guillaume, question personnelle, j'espère que tes examens n'impliquent pas quelque chose de grave, ne réponds pas si c'est indiscret. Non, t'inquiète pas, rien de grave. T'inquiète pas, c'est juste des examens parce qu'on commence à être vieux. Voilà, j'approche la quarantaine, c'est pour ça. Encore 40 ans, ça va, j'aurai 38 en fin d'année. Je suis encore jeune et fringant, n'est-ce pas? Question pour ton live, une mise au point pour les produits diluants pour les peintures. Comment bien les employer autrement qu'à la louche pour ne pas jouer sur la valeur de la peinture? Tu as peut-être traité le sujet, mais dans ce cas, je n'ai pas vu. Bonne soirée à toi, Frédéric. Eh ben écoute, Frédéric, c'est à la louche que je les utilise personnellement. C'est vraiment une question d'habitude. Les produits diluants, c'est une question d'habitude. La dilution, de toute façon, d'une manière générale, c'est une question d'habitude. Maintenant, bien sûr, tu as sur la chaîne une vidéo qui est dédiée à la dilution pour vous aider à trouver un petit peu ce juste milieu sur la dilution. Personnellement, moi, j'utilise de l'eau pour diluer. Principalement, ça va m'arriver dans de très 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 rares occasions d'utiliser des médiums spécifiques quand j'ai vraiment un truc un peu particulier, mais d'une manière générale, je suis sur de la flotte et ça se passe très bien. Sachant que tu précises en plus pour ne pas jouer sur la valeur de la peinture, je le précise quand même ici, la valeur de la peinture, c'est sa clarté ou son ombre, enfin en tout cas la quantité de lumière qu'il y a dans la peinture. Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est sombre? Et le fait de jouer sur la dilution, tu ne vas pas jouer sur la clarté, tu vas jouer sur l'opacité. Tu vas donc jouer sur le fait que ta peinture va être couvrante ou pas. Ce qui va donc jouer de manière un petit peu, on va dire, par effet rebond, de manière indirecte, ça va jouer sur la clarté, sur la valeur, parce que si tu passes une peinture qui n'est pas opaque, tu vas jouer avec la sous-couche, ou en tout cas avec les couches qu'il y a en dessous. Si tu es sur une sous-couche noire, bah forcément tu vas assombrir ta peinture parce qu'elle n'est pas 100% opaque, et donc de fait tu vas laisser passer un petit peu la sous-couche noire au travers. Si à l'inverse tu es sur une sous-couche blanche, tu vas donc l'éclaircir, puisque pareil, par effet de transparence, tu vas l'éclaircir un petit peu. Mais la peinture en elle-même, elle est toujours de la même valeur. Tu ne joues pas sur sa valeur, tu vas simplement jouer sur son opacité. C'est-à-dire que si, avec cette peinture que tu dilues, tu fais une couche opaque en faisant plein de passages, eh ben, que tu l'aies dilué ou pas dilué, ta couleur sera la même. Donc logiquement, tu ne joues pas sur la valeur de tes peintures. Tu ne joues que sur l'opacité. Et ça, bah, c'est si tu dilues plus ou moins avec tes produits diluants. Mais là, vraiment, comme je te dis, essaye de voir la vidéo sur la chaîne. Je pense qu'elle pourra te donner des petits tips et t'aider d'une manière générale. Mais c'est aussi beaucoup à l'expérience. Alors, nous avons ensuite Christian qui me demande « Salut Guillaume, je profite de cette opportunité pour te faire part de mon malaise actuel. J'ai découvert par tes tutos la peinture sur figurine il y a 4 mois. Bah, écoute, déjà, je suis ravi que tu aies découvert ça par mes tutos. Écoute, j'espère qu'il t'aide. J'ai réalisé 2 figurines en 2 mois. Elles sont assez réussies, vu ma faible expérience. Bah, déjà, bravo. C'est très bien, c'est très très bien d'être satisfait de ce que tu as fait, à plus forte raison que tu commences. Hélas, depuis 2 semaines, je ne sais plus choisir mes projets de figurines, je me perds dans les schémas de couleurs, bref, je suis complètement perdu.
Est-ce normal? Que faire? Alors, est-ce que c'est normal? Bah, chacun va avoir une expérience qui va lui être très, très propre, en fait, en termes de peinture sur figurine. Il y en a qui vont rapidement se retrouver coincés, d'autres qui vont le faire un peu plus tard, il y en a, ils vont très rapidement être satisfaits, d'autres non. Ça, vraiment, il n'y a pas de normalité. Il faut pas partir du principe que c'est normal ou pas normal. C'est ton cas, tu te retrouves dans cette situation, donc je vais essayer de te donner 1 ou 2 conseils pour essayer de t'en sortir. Le premier conseil que je peux te donner, c'est tu prends quelque chose et tu le copies. C'est-à-dire que, par exemple, si tu ne sais plus choisir tes schémas de couleurs, que tu es perdu, tout ça, tu prends une figurine, tu te dis: «Ah tiens, j'aimerais bien la peindre». Tu regardes quelque chose, tu trouves quelque chose sur internet, cette figurine-là peinte d'une certaine manière qui te plaît, et tu essaies tout simplement de copier. En copiant, on apprend et ça n'est pas un problème de copier. Pas du tout. Tu copies, ça va te faire du bien, ça va te libérer l'esprit de ce choix des schémas de couleurs où tu es un petit peu en difficulté pour l'instant, tout ça. Et comme ça, après, quand tu te sentiras à nouveau prêt à choisir toi-même tes schémas de couleurs, tu pourras y revenir de manière plus naturelle, sans avoir cette crainte-là, parce que en plus, entre-temps, tu auras bénéficié d'un petit peu d'expérience, tu vas donc plus naturellement savoir faire certaines choses, tu vas peut-être être plus à l'aise sur tes couches de base, sur tes dégradés, sur ça, sur le placement des valeurs, et ainsi de suite. Et donc du coup, si tu arrives plus naturellement à faire ça, tu auras peut-être moins peur d'avoir en plus à choisir un schéma de couleur. Donc déjà, le fait de copier, je pense que c'est une bonne chose. Et la deuxième possibilité, c'est de te faire des défis un petit peu à la con, on va dire, quoi, tu vois. Je sais pas moi, tu prends un dé, et puis chaque valeur du dé, ça va correspondre à une couleur. Un bleu, un jaune, un vert, un rouge, un marron, peu importe, tu vois, hop. Et puis à chaque fois, tu lances le dé. Puis en fonction de ce sur quoi ça tombe, tu es obligé de faire ça. Là, pareil, ça va t'enlever ce besoin de choisir, en fait. Ce n'est pas toi qui vas choisir, c'est le hasard. Et là où toi, ça va te faire travailler, c'est d'essayer d'associer toutes ces couleurs pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Et donc, ça va te faire travailler sur autre chose. Ces deux choses-là sont super intéressantes. Moi, c'est des choses que j'ai déjà pu mettre en place de mon côté. Et ça a vraiment très, très bien marché. Ça permet vraiment de se libérer, de se vider la tête, et juste tu peins comme ça. Par contre, si la problématique, c'est que tu n'arrives pas à te mettre à la peinture, genre tu freines un peu, tu traînes des pieds, tu vois, mon conseil, c'est de te forcer à t'y mettre. Tu fais un contrat avec toi-même, tu te tapes dans la main, tu dis: «OK», t'es pas obligé de te taper littéralement dans la main, bien sûr, mais tu te dis: «OK, je vais peindre pour au moins 5 minutes, minimum». Et au bout de 5 minutes, si tu te rends compte que ça fait 5 minutes et que tu te dis: en fait, non, là, j'ai pas envie. T'arrêtes, t'as fait ton deal, machin et tout, et tu le referas une prochaine fois. Mais crois-moi, la plupart du temps, tu vas soit, au bout de 5 minutes, tu vas te dire: «Ah bah non, mais en fait, je suis bien, j'ai envie de continuer». Ou même, ce qui généralement va se passer, tu vas même pas te rendre compte que les 5 minutes sont passées, tu vas te réveiller genre 20 minutes plus tard en mode: «Ah tiens, mais oh, ça fait déjà 20 minutes. Ah, trop bien». Et en fait, ça aura débloqué ce truc-là. Tu peux bien évidemment mettre tout ça bout à bout. Tu te forces à peindre 5 minutes et tu fais avec le dé. Ou alors tu te forces 5 minutes et tu copies. Ou alors tu te forces 5 minutes, tu commences par copier, et puis au fur et à mesure, tu insères le dé, machin, tout ça. Tu vois, enfin, en fait, il y a plein d'éléments qui vont te permettre de te faire passer ce truc de: «Ah mince, non, je sais pas choisir mes couleurs, ça me saoule, je sais plus choisir mes projets de figurines». Pareil, tu sais pas quelle figurine peindre, tu t'en choisis une au dé, tu vois. Et puis si au bout de 5 minutes, elle te gonfle, t'en prends une autre. Il y a pas de souci. Voilà, c'est un peu ce que je peux te conseiller, c'est vraiment, faut pas se forcer, mais tu peux trouver des petites astuces comme ça. Il y en a probablement d'autres, là je t'en ai donné quelques-unes, qui vont te permettre de te libérer de ce choix obligatoire, et donc tu vas juste passer au kiff direct. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Ensuite, nous avons un autre Frédéric qui me dit: «Bonjour Guillaume, déjà merci pour toutes tes vidéos et partage». Écoute, un grand merci à toi, je suis très content si ça te plaît. J'aurais une question concernant la peinture d'armée. Quels seraient tes conseils pour peindre vite, bien pour une table de jeu? Sur quoi passer le plus de temps, et surtout quelles astuces pour peindre en masse avec ou sans aérographe? Là, les recos, elles vont être assez générales en fait, c'est-à-dire que pour moi déjà, c'est pour du jeu, vraiment strictement pour du jeu, tu mets ta figurine à distance de jeu, et tout ce que tu vois pas à distance de jeu, tu t'embêtes même pas, tu peins pas. Voilà. Si c'est vraiment que pour ça, pourquoi tu te ferais chier à peindre quelque chose que tu ne vois pas, si c'est à usage exclusif dans cette manière de faire les choses, tu vois? C'est genre, l'objectif est de faire de la peinture de jeu, à distance de jeu, là, sa dent, là, ses yeux, je les vois pas, hop, OK, je les fais pas. Il y a pas de sujet.
il n'y a pas de sujet. Ensuite, bien évidemment, il y a des techniques qui permettent de peindre un petit peu plus vite. Par exemple, la peinture de masse, donc on va plutôt être sur de la peinture d'armée. Souvent, on va aimer la peinture au lavis, les trucs comme ça, tu vois, tu fais une couche de base, puis ensuite tu fais un lavis. Une autre astuce aussi, c'est de simplifier ces schémas de couleurs. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est quand on multiplie les couleurs, qu'on multiplie les zones différentes sur la figurine. Si on simplifie le schéma de couleurs, on va du coup pouvoir utiliser des techniques qui sont beaucoup plus rapides, typiquement des grands aplats avec du brossage à sec, voire même de l'aérographe si on en a un, et ça c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps. Autre chose qui fait gagner du temps, la peinture à la chaîne. On l'a vu à plusieurs reprises sur la chaîne, j'ai fait plusieurs défis comme ça, et en effet, le fait de peindre à la chaîne fait gagner vraiment beaucoup de temps, donc ça aussi c'est une astuce que tu peux garder si tu ne le fais pas encore. Par contre, il y a quand même quelque chose que je veux préciser dans ta question, c'est que tu dis pour peindre vite et bien. Et en fait, ça, à un moment donné, c'est toi seul qui va être juge de ce qu'est peindre bien. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir ajuster un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir se dire aussi, c'est que peindre bien pour de la distance de jeu, c'est pas peindre bien pour de la distance à 10 cm. Donc il faut savoir mettre la figurine plus loin, accepter le fait que les dégradés, ils seront pas nickel. Et ça, c'est pas grave, parce que de loin, tu les verras pas. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est d'accepter que à très faible distance, ça ne sera pas parfait, mais qu'on s'en fout, parce que à distance de jeu, ça ne se voit pas. Encore une fois, il faut vraiment rester là-dessus. Donc en fait, tu fais des petits tests sur tes figurines, tu peins avec une certaine finition. L'idée, c'est peut-être même de dire, ok, je vais peindre ça le plus vite possible. Tu vois, tu prends une figurine, tu la peins le plus vite possible. Limite, même, tu fais une première figurine, tu peins le plus vite possible. Une fois que tu as bien le schéma et l'organisation en tête, tu essayes de faire encore plus vite sur celle d'après. Et encore plus vite sur celle d'après. Tu peux le faire 2-3 fois comme ça. Et ensuite, tu poses ta figurine sur une table de jeu. À ce moment-là, tu regardes ce qui te convient et ce qui te convient pas. Ce qui te convient pas, tu peux peut-être le corriger sans y passer trop de temps. Et ensuite, du coup, tu appliques cette méthodologie à l'ensemble de tes figurines. Et comme ça, tu auras trouvé un petit peu ton processus qui sera le processus optimal pour toi. Et c'est pour ça que je te dis de le faire par toi-même. C'est parce qu'il n'y a pas de processus optimal pour l'ensemble de la Terre, chacun ayant on va dire, un processus de peinture de base déjà qui est différent. Tu vas être à l'aise avec différentes techniques que les miennes, par exemple. Et aussi, tu vas avoir des exigences qui ne seront pas placées aux mêmes endroits. Moi, peut-être que le dégradé va être moins important, mais avoir des effets waouh, de lumière, machin et tout, ça va être plus important. Puis toi, ça va peut-être être l'inverse. Et bien, en fonction de ça, du coup, tu vas adapter ta manière de peindre. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, pour de la peinture de jeu, encore une fois, les dégradés, tout ça, de loin, ça se voit pas trop. Par contre, ce qui tape bien, c'est quand il y a des jolis effets de lumière, quand il y a des couleurs vives, quand on accentue un peu les lumières, les valeurs, tout ça, là. Donc, en gros, des couleurs qui sont très vives, donc très saturées, très claires, et aussi très chaude, ça marche bien, mais ça marche aussi avec des couleurs froides, donc en fait on oublie un petit peu. Bref, en tout cas des effets un peu waouh, ça marche très bien de loin, des effets de lumière, machin, tout ça, ça oui, ça fonctionne, c'est une certitude, donc faut pas hésiter. Ensuite, on a Hardvark qui me pose la question, salut Guillaume, merci pour ton message. Mes questions vont être assez simples tout en étant assez techniques. As-tu une marque de peinture préférée ? Marque de peinture préférée, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a une marque de peinture avec laquelle je peins le plus, c'est la peinture AK. Ça, oui, c'est sûr. Voilà, c'est ce que je peins, enfin, c'est en gros ce que moi j'utilise tous les jours, c'est la AK 3e génération. Ça, c'est une certitude. Ensuite, et surtout, pourquoi as-tu choisi cette marque ? J'ai choisi cette marque parce que, elle a un bon rapport qualité-prix et quantité-prix. 2, je cherchais une marque pour n'utiliser qu'une seule marque pour que vous puissiez vous repérer plus facilement dans tout ce qui est vidéo, tout ça, les tutos et tout, pour que, voilà, si vous vous dites, ok, vu que je suis Guillaume, je vais tout simplement prendre la même marque de peinture que lui, donc, je me suis dit, autant m'arrêter sur une marque. Avant, je peignais avec plein de marques différentes, donc ça permettait ça aussi. Et pourquoi celle-ci en particulier ? Tout simplement parce que j'ai eu la possibilité de la tester avant de l'acheter. J'étais allé prendre à l'époque un cours chez Girio, on avait testé cette marque-là, je l'avais trouvé vraiment très sympa, et donc je me suis dit, en fait, c'est vraiment un concours de circonstances. Je vais chez lui, je teste la peinture, elle me convient, je la trouve cool, je regarde un peu combien ça coûte, je trouve que le rapport quantité-prix, qualité-prix est correct. Il faisait une promo à ce moment-là où l'ensemble de la gamme était à moins 20%, je crois, donc je me suis dit, allez hop, j'achète toute la gamme, et puis voilà, avec la marque AK.
Il a dit marque caca. Il a dit marque caca. Alors j'avais pas vu, mais tu rentrais un petit peu plus précisément dans ta question. Gamme de couleurs, texture, contenance des volumes, rendu final, mat, satiné, brillant, pailleté, tout ça. Ouais, en fait, moi, si tu veux, c'était juste chercher une gamme de peinture avec une largeur assez importante, des couleurs plutôt saturées, parce que c'est plus intéressant, selon moi, de travailler avec des couleurs saturées, parce que tu peux les désaturer. Et ensuite, le rendu final, bah, j'aime bien quand c'est un rendu qui est pas trop satiné, qui est plutôt mat, et ça fonctionne assez bien avec cette gamme. Alors ouais, du coup, tu continues en disant personnellement, j'ai des peintures de différentes marques et textures, type de contenant, voire génération dans la même marque, et je serais bien embêté quand certains pots ne seront plus utilisables car ils seront alors irremplaçables. Le Sapphire Blue ou le Emerald Green de Citadel, par exemple, dont le pot a plus de 20 ans. Waouh, c'est beaucoup ça, 20 ans, dis donc. Qui est toujours parfaitement utilisable, vont me manquer quand j'aurai tout utilisé. Je comprends, et c'est vrai que ça, bah, après, il n'y a pas le choix quand les gammes s'arrêtent. En fait, il faut simplement être un peu bah, souple et puis arriver à trouver quelque chose qui correspond le plus possible, ou alors tout simplement aussi à changer sa manière de faire. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, je le conçois tout à fait. Utilises-tu beaucoup d'encre? Non. Vraiment pas. Enfin, en dehors des encres blanches et noires, je vais utiliser les encres principalement pour faire des effets de lumière, en fait. J'en utilise pas beaucoup, vraiment. En plus, ça dépend parce que si dans les encres tu mets les lavis, alors là encore moins parce que c'est vrai que des lavis j'en utilise vraiment pas beaucoup. Pour quels usages? Bah, je viens de le dire du coup. Et quel type et densité? Bah, moi, ce que je vais utiliser, c'est surtout celle-là. En fait, une fois j'étais allé, waouh, ça fait super longtemps que je les ai celles-là pour le coup. J'étais allé au Géant des Beaux-Arts et il y avait une promo en fait sur les encres Liquitex. Et donc je m'étais pris toute une série. Donc j'ai du magenta, j'ai du rouge, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai du terre de sienne, du blanc, du noir, du vert, du turquoise. Enfin bref, je m'étais fait toute une sélection d'encre bien saturée pour pouvoir les avoir. Et depuis, bah, j'ai pas fini en fait les pots, donc je continue de les garder et d'utiliser ceux-là. Maintenant, je sais aussi qu'il y a Green Stuff World ou même AK maintenant qui font un peu les mêmes formats. Pas improbable que quand ceux-là seront finis, je parte sur notamment sur AK puisque je travaille beaucoup avec les peintures AK tout simplement. Alors maintenant, on passe aux questions qui ont été posées sur Facebook avec Pauline Viseur qui me dit félicitations, ta pédagogie et ta bonne humeur paient de toute évidence. Tu serais peut-être à 100 000 sans les vannes, mais ça on peut pas savoir. En dit long sur la qualité des vannes quand même. Question, comment maintenir une qualité égale dans tes commandes, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire sans bâcler la fin, mais sans en faire trop si c'est pas demandé. Bah, une qualité constante, en fait, c'est un peu l'expérience, je pense, qui va parler, et la précision aussi que tu vas apporter à tes devis, et aux échanges que tu vas avoir avec ton client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu lui dis que tu vas faire ça, ça, ça et ça, et que puisque tu sais que tu vas faire ça, bah, tu sais que tu vas y passer à peu près tant de temps, et donc tu lui devises tant de temps, bah, au plus ton devis il aura été juste, au plus tu pourras rester dans les clous en termes de durée, et donc a priori de qualité, puisque tu vas toujours peindre ce que tu sais faire. Donc ça c'est à mon sens quelque chose qui vient un peu avec l'expérience. Au début on va pas se mentir, je me suis planté, et pas qu'un peu. Je sais que la pire fois où je me suis vraiment planté, c'était sur la peinture d'une armée complète de Custodes. Et à l'époque, j'avais devisé, j'avais devisé 70 heures. J'en avais passé 120, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez énervé hein, comme problématique de tarification. Mais c'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. Et je pense que la seule chose, c'est d'être le plus précis possible, de bien prendre le temps d'estimer correctement. Comme ça, bah, tu resteras plus constant dans ta qualité, dans le sens où tu vas être payé pour ce que tu fais. Et puisque tu es payé pour ce que tu fais, tu vas avoir envie de le faire bien et tu vas pouvoir le faire bien correctement en prenant le temps. Alors que quand tu commences à ne plus être payé pour ce que tu fais, bah, c'est là que c'est un petit peu problématique parce que tu te dis ah il faut que je finisse vite, 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 vite. Et c'est là que tu commences à faire des trucs un peu moins bien potentiellement. Donc voilà, le fait de ou alors simplement bah, tu fais une croix sur la rémunération et du coup bah, tu peins bien et puis bah, tu te fais pas payer. Ce qui n'est pas le but non plus de ta question. Donc bah, pour moi, ouais, l'idée c'est tout simplement d'apprendre à faire des devis et des estimations qui sont les plus justes possibles. Et ça, bah, c'est pas facile, ça vient beaucoup avec le temps, avec l'expérience. Et on enchaîne aussi avec les questions qui m'ont été posées directement sous le short des 25 000 abonnés. Donc là, on a Apwism, ça doit être ça, qui me pose la question, quelle est la figurine que tu as préféré peindre depuis tes débuts pro et celle que tu as le moins aimé peindre? Merci pour ton travail. Bah écoute déjà, merci à toi, c'est très gentil. Et en ce qui concerne, je vais commencer avec celle que j'ai le moins aimé peindre, parce que celle-là, je pense que c'est assez facile. C'est une figurine de Super Fantasy Brawl, en l'occurrence c'est Marius. C'est donc un loup
qui est armuré avec une armure d'os et une cape rouge. Enfin une cape, hein, parce qu'elle n'est pas forcément rouge. Mais en tout cas, en fait, c'est la position du personnage qui est hyper recroquevillée comme ça sur lui. Et donc, ça a été une tannée à peindre, à plus forte raison que j'ai eu à le peindre au moins 3 fois. Donc, au bout d'un moment, ça m'a bien gonflé. La position était franchement pas idéale pour de la peinture. Toutes les zones étaient assez difficiles d'accès. Vraiment, ça m'a gonflé. Donc, celle-ci, en plus, ces figurines-là étaient en monobloc, préassemblées sur le socle. Donc, elles sont belles, c'est pas la question. Mais bah, on pouvait pas trop les manipuler par le dessous parce que le socle il était vraiment accroché, machin. Donc, bref, c'était un peu compliqué. Ça, vraiment, c'est celle que elle m'a marqué comme figurine ou bof l'ambiance. Et pour celle que j'ai préféré peindre, ben, je dirais que c'est la petite figurine, le petit buste de Lucas qui fait partie de ma gamme. Non pas parce que c'est la plus belle figurine du monde, mais bien évidemment, ça a une portée assez symbolique pour moi, pour des raisons personnelles, mais aussi parce que bah, voilà, c'était la première fois qu'il y avait quelque chose qui sortait de ma tête, que je transférais à un sculpteur, que le sculpteur le faisait, et qu'ensuite on faisait des tirages, et qu'ensuite on le vendait, et qu'il y avait des gens qui étaient contents d'acheter ça. Donc bah, forcément, ça m'a beaucoup plu de peindre ça, ça avait une portée assez symbolique à plusieurs niveaux. Donc ouais, je pense que c'est quand même celle qui m'a le plus marqué de par tout ce qui l'entoure, quoi. Mais sinon, à part cette portée symbolique, il y a aussi la fois où j'ai peint c'était pour Entrejeux Studio, j'ai peint un Son of Behemoth, et ces grands géants de AOS, là, il y a de quoi vraiment s'éclater dessus, il y a de quoi se faire bien plaisir. Ça aussi, c'était assez sympa à peindre. Franchement, j'ai bien kiffé. On a aussi Philippe Priaip, je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, qui me pose la question, quelle fréquence de peinture faudrait avoir pour espérer devenir peintre pro? Ça, franchement, j'ai pas de réponse. J'ai vraiment pas de réponse parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de, encore une fois, de quel type de peintre pro, entre guillemets, on parle. C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire de la peinture d'armée? Est-ce que tu veux faire de la peinture box art, de la peinture d'exposition? Déjà, tout ça, en fait, ça demande pas nécessairement les mêmes qualités. Et ensuite, bah, il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas égal devant l'apprentissage. Est-ce que tu apprends vite? Est-ce que tu apprends moins vite? Est-ce que tu as besoin de répéter beaucoup de fois pour intégrer quelque chose ou pas? Est-ce que tu es organisé ou pas? Est-ce que tu peins déjà depuis longtemps ou pas? Ça dépend de beaucoup de choses. Donc vraiment te donner une réponse à ça, c'est très compliqué. Maintenant, c'est sûr que si tu te dis que tu peins une fois par mois et que tu fais une session de 2 heures par mois, a priori ça va être compliqué pour devenir peintre pro. Et j'ai envie même de te dire que au-delà de savoir quelle fréquence il faut avoir pour devenir peintre pro, la question est peut-être aussi quelle fréquence de peinture tu es prêt toi-même à accepter si tu veux devenir peintre pro. C'est-à-dire que peintre pro, à un moment donné, bah, tu vas peindre tous les jours. Et si tu peins tous les jours, et pour ceux qui font vraiment de leur activité principale les commandes de peinture, à ce moment-là, tu vas peindre tous les jours, et tu vas peindre beaucoup tous les jours. Tu vas peindre peut-être, j'en sais rien moi, 5, 6, 7 heures par jour, voire même plus. Donc, c'est peut-être plus sur ça aussi qu'il faut savoir, c'est se jauger soi-même, hein. C'est est-ce que tu es capable de gérer ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fera plaisir? Est-ce que tu vas prendre du plaisir là-dedans ou pas? Parce que en fonction de ça, bah, peut-être que c'est tout simplement qu'il faut pas y aller. Maintenant, oui, je pense que de toute façon, parce que là, je botte un peu en touche sur ta question, mais si je devais résumer, je pense que d'une manière générale, si tu peins pas au moins, j'en sais rien, moi, allez, on va dire 3-4 fois dans la semaine, ça peut potentiellement être difficile de devenir peintre pro, ou alors ce sera un niveau, bah voilà, plus un complément de revenu ou quoi, ce qui n'empêche pas de le déclarer et de le faire de manière réellement professionnelle. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine fréquence qui va un peu de soi. Maintenant, tu peux très bien t'en sortir avec un peu moins que ça. Ça dépend toujours pareil des ambitions. Il n'y a pas de fréquence obligatoire. Le plus sera le mieux, de toute façon, ça c'est une certitude. Ensuite, on a Amir Mujkanov qui me pose la question: salut, est-ce que tu arrives à te dégager un salaire de YouTube et vis-tu de la peinture ou as-tu un autre métier à côté? Alors, un salaire, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle un salaire? Parce que, est-ce qu'il y a un minimum, un montant minimum pour que ça soit un salaire ou pas? Parce que si on considère qu'un salaire, dans la définition du salaire, c'est juste un revenu régulier qui est versé tous les mois, oui, j'ai un salaire, entre guillemets, je me verse un salaire de par les revenus YouTube, bien sûr. Maintenant, si un salaire, c'est quelque chose qui est suffisant en soi pour en vivre, non, je ne me dégage pas un salaire complet
de YouTube. Aujourd'hui, YouTube ne me paie pas suffisamment, loin de là. Là, on va dire, en gros, il faut compter que, moi en tout cas sur ma chaîne, je peux le dire, voilà, je m'en fous, je gagne à peu près 5 € pour 1000 vues. Voilà. Et étant donné que mes vidéos, elles font, elles font en moyenne 5000 vues, peut-être quelque chose comme ça, c'est pas avec ça qu'on peut se tirer un salaire. Je pense qu'on peut vite faire le calcul. Aujourd'hui, c'est plus un complément de revenus qui est là et que je prends avec plaisir parce que bah, tout mis bout à bout, ça me permet d'avoir un salaire qui est correct, mais un salaire entier de YouTube, non. Pour ça, il faut faire beaucoup plus de vues que ce que je peux faire moi aujourd'hui. Et est-ce que je vis de la peinture ou est-ce que j'ai un autre métier à côté? Non, en effet, c'est mon activité principale. Enfin, pas principale, exclusive. Je ne fais que ça. Donc, moi, mon activité, elle consiste à prendre de temps en temps des commandes de peinture, ça c'est de moins en moins le cas. Donner des cours particuliers de peinture, ça aussi c'est moins le cas, j'ai pas trop de temps pour ça. Vendre mes formations en ligne, ça pour le coup ça fait partie de mes grosses sources de revenus. Et bien sûr aussi bah, toute l'activité YouTube, Twitch, tout ça, avec des sponsors, des partenariats, tout ça, qui me permettent d'en vivre. Cette année j'ai eu la chance d'avoir un partenariat qui m'a beaucoup aidé sur l'ensemble de mes contenus pour justement pouvoir en vivre correctement. Donc voilà, ça c'est la répartition des revenus aujourd'hui. On a aussi Elliot, le petit Gretchen, qui me dit « Bravo à toi, soutien pour la suite ». Bah écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Je pense que vu ton travail, tu peins beaucoup, ne serait-ce que pour le taf ou le niveau auquel tu es. Niveau vie familiale, tu arrives à bien gérer le tout. Merci, même si tu réponds pas, je comprends. Et sinon, bonne chance pour la suite. Bah écoute, merci à toi pour ta question, merci pour ton gentil commentaire. Et oui, comme je le disais juste avant, donc dans une précédente question, le niveau vie familiale, j'arrive à... Voilà, je pense que j'arrive j'ai trouvé un équilibre qui aujourd'hui nous convient. Il y a peut-être encore des ajustements qui sont possibles, mais j'essaye de pas trop manger sur la partie privée. J'essaye d'accorder du temps quand même à ma famille parce que c'est important pour moi, parce que c'est important pour eux aussi. Et donc j'essaye de trouver cet équilibre. Je pense qu'en ce moment, on l'a plutôt pas trop mal trouvé. Même si là, précisément ce mois-ci, c'est compliqué parce que forcément, on est sur le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, il y a des salons tous les week-ends. Voilà. Ensuite, on a Andon Rashka qui me demande « Salut, feras-tu une nouvelle formation en ligne ?» Je vais pas rentrer dans les détails sur ça, mais oui, c'est prévu. Faut juste que j'arrive à trouver le timing, tout ça. Mais oui, c'est prévu que je fasse d'autres formations en ligne. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi prévu que les inscriptions se rouvrent là, parce que justement, on va faire une promo pour les 25 000 abonnés. Et donc, peux-tu faire une vidéo sur comment faire des poils, par exemple, pour des chevaux à soif? Eh ben écoute, pourquoi pas, à l'occasion, on pourra faire une vidéo. C'est vrai que sur la chaîne, les tutos à proprement parler sont pas nécessairement ce qui plaît le plus, mais pourquoi pas, à l'occasion, en faire. Il me semblait même que j'en avais déjà fait une, mais bon, quoi qu'il en soit, je pourrais voir si j'ai le temps d'en refaire une, au moins le faire en short, peut-être pas forcément une vidéo longue, mais le faire en short, pourquoi pas. Le petit rototo, dis non. Ah oui, quand je dis le faire en short, je vais pas nécessairement mettre un short pour faire le tuto, hein, je vous vois venir, c'est non. Enfin, peut-être que je le ferai quand même. Ensuite, on a Seb BC qui me demande « Salut Guillaume, est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies que la peinture ?» 1000. Ouais, bah oui, j'aime beaucoup, j'aime le sport, d'une manière générale. J'aime bien les sports collectifs. Moi, si tu me fais faire du sport tout le temps, je suis trop content. Le foot, j'adore ça. Le rugby, j'adore ça. Le volley, j'aime beaucoup. Du hand, avec grand plaisir. Tu vois, tous ces sports collectifs, tout ça, j'aime bien. J'aime bien aussi... bah, je prends pas le temps de le faire, mais aller à la pêche, tu vois, ce genre de choses, j'aime bien. Le ski, j'adore ça. La montagne, d'une manière générale, j'aime beaucoup me balader en montagne. Tout ça, c'est trop cool, les randos. La bouffe. La bouffe est un hobby. Oui, messieurs, dames. La nourriture est un hobby. Faire la cuisine, j'aime bien faire la cuisine. Je prends pas trop le temps ces derniers temps de le faire. Mais c'est vrai que j'aime bien faire à manger. J'aime bien plein de choses. Bah, les jeux, parce que là, on parle de figurines, mais j'aime aussi les jeux de société. J'aime bien les jeux vidéo, même si je ne prends pas le temps d'y jouer. Voilà, il y a déjà pas mal de choses. Pas mal de choses. Et puis, bah, ne serait-ce que de passer des bons moments avec les copains, avec les amis. C'est quelque chose de très important pour moi. Donc ouais, il y a beaucoup de choses que j'aime faire en dehors de la figurine, même si évidemment aujourd'hui, étant donné que c'est mon métier et que c'est un métier très prenant, la figurine prend une grande place dans ma vie. Il n'empêche que j'ai beaucoup d'autres choses que j'adore vraiment. Typiquement, par exemple, si j'avais le temps, je ferais du dessin, des trucs comme ça, j'adore aussi. Mais bon, voilà, vu que j'ai pas le temps, je suis une quiche. On s'en tienne pour dit. Ensuite, on a Lancier 40 K95 qui me demande « Hello Guillaume, question, quel est, selon toi, le niveau que doit avoir un peintre pro d'armée? Est-ce
qu'un peintre... et qu'est-ce qu'un peintre pro au final? Juste un ciré et go, ou plus encore? En tout cas, merci et bravo pour les 25 000 subs à venir ou passer. Bah écoute, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est très gentil, et puis merci pour aussi tes questions. Ça, je pense que j'ai déjà un petit peu répondu, donc on va passer assez rapidement, mais pour avoir... Enfin, en fait, d'une manière générale, la seule réponse que je peux faire, quel niveau on doit avoir pour devenir peintre pro, que ce soit un peintre pro d'armée, un peintre pro d'exposition, peu importe, pour moi, la réponse c'est la même. Le niveau que tu dois avoir, c'est... Bah, un niveau où ça va te suffire pour trouver des clients. En fait, à partir du moment où tu vas proposer un service et que les gens sont prêts à mettre un certain prix, le prix que toi tu demandes pour ce service, ça match. Et donc, bah, à partir de là, tout le monde est content. Toi, tu as fait ton boulot, tu as gagné des sous. En face, le client, il a eu son service et il en est content pour le prix que tu lui en demandes. Voilà, c'est juste ça. Et donc pour moi, il n'y a pas un niveau particulier. Alors bien évidemment, il y a des niveaux de peinture, et encore une fois, on parle de niveau avec des guillemets, mais en fonction de ce que tu vas savoir proposer en termes de peinture, bah, peut-être que tu auras plus ou moins de facilité à trouver des clients, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il n'y a pas un niveau, et de toute façon, ce serait trop difficile de dire, ah bah tiens, à ce niveau-là, là oui, non, mais là non, mais... Non, pour moi, c'est compliqué. La seule manière de faire, c'est de se dire, bah voilà, ok, je tente, je tente. Au début, je fais peut-être ça à côté d'un autre travail. Je vois si j'ai des gens qui sont prêts à me payer pour le service que je suis prêt à leur rendre dans le temps enfin en tout cas pour le montant que moi je leur propose. Et si tu arrives à trouver des clients, eh ben c'est que tu as le niveau suffisant, tout simplement. Mais pour répondre au reste de ta question, du coup, qu'est-ce qu'un peintre professionnel? Un peintre professionnel, c'est quelqu'un qui exerce la peinture avec un statut professionnel. Donc oui, en soi, on pourrait dire c'est juste un ciré égaux. Mais ça marche aussi pour les marins, ça, du coup. Alors, ensuite, on a Jérémy Cousin qui me dit « Bonjour, une question me taraude depuis que j'ai connu ton contenu. Es-tu le frère de Monsieur Poulpe? Vérifions ensemble. » Ouais, Alex? Ouais, ça va? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je t'embête juste 2 secondes. Je voulais savoir, est-ce que t'es Monsieur Poulpe? Non? Ouais, non, mais c'est bien ce qui me semblait, ouais. Non, mais c'est quelqu'un qui demandait. Ok, bon, écoute. Bon, ben merci, je t'embête pas plus longtemps, je te rappelle plus tard. Ouais, ciao. Salut. Non, du coup, non, mon frère n'est pas Monsieur Poulpe. Voilà, j'étais pas... Et enfin, on arrive à la dernière question. Je me fais agresser par mon chat. Allez, arrête. Et enfin, on arrive à la dernière question, donc, avec Ulbarakark, joli pseudo, qui nous dit Salut toi, prévois-tu de faire des études de style de peinture afin d'en faire profiter la communauté, genre 2D, l'ultra réaliste, le clair-obscur, etc. Et pain au chocolat ou chocolatine? Alors, clairement, la chocolatine étant un objet inexistant sur l'ensemble de la Terre, c'est clairement le pain au chocolat. Hein. Hop. Et ensuite, en ce qui concerne, je dégage le chat au passage, et ensuite en ce qui concerne les études de style, pourquoi pas, j'avais déjà fait des petites vidéos comme ça pourra revenir, c'est pas prévu à proprement parler, mais peut-être que... Un canin? Oui. Et tu peux aussi t'en aller, par exemple. Allez, hop, voilà. Donc ouais, c'était pas particulièrement prévu, mais peut-être que ça viendra ou reviendra. Là, je me ferme pas la porte, vraiment. Mais voilà, en tout cas, c'est pas prévu, mais peut-être. Pourquoi pas? Oui, peut-être, non, je ne sais pas. Hop, voilà, hop. Réponse en biais. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez été super nombreux à me poser toutes ces questions. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'est cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez peut-être découvert certaines choses, que ce soit plus sur le plan perso, la vie un petit peu des peintres. En tout cas, moi, ma vie à moi en tant que peintre, de créateur de contenu, tout ça, ou alors toutes les autres questions qui ont été posées. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Moi, j'ai pris plaisir à enregistrer cette vidéo. On en refera peut-être dans le futur, pourquoi pas, c'était sympa. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Et bien sûr, d'ici à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!